Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Twitch UA de France. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau live après le Thunder Quiz, la dernière fois qu'on s'est parlé. On est de retour en live pour faire, bien entendu, le bilan de la mi-saison. Comme vous en doutez, on est à 42 matchs. Vous l'avez vu dans le titre, ça tombe plutôt bien. Et avec moi, pour parler de cette première moitié de la saison du Thunder, je suis avec Constant. Comment ça va, Constant? Ça va, ça va. La semaine avait mal débuté avec un back-to-back Angelinos où la LA, enfin LA by Night, ça reste invaincu en NBA, on va dire. Mais ça s'est bien terminé, un peu comme le Thunder. Dès que tu commences un peu à te douter, OKC arrive toujours à trouver le moyen de te rassurer, surtout avec cette guerre de tranchées remportée face aux Wolves cette nuit. Donc une belle petite victoire. Et puis oui, effectivement, comme tu l'as dit, on a un peu dépassé la mi-saison d'un match, mais c'est l'occasion de faire le point sur ce qu'on a déjà pu voir et potentiellement sur ce qu'on a envie de voir par la suite. Ouais, exactement. Avant de commencer, plusieurs choses à vous annoncer que si vous avez peut-être déjà entendu pendant le Thunder Quiz, vous le voyez. On a changé un peu de décor, on a changé les scènes avant-après. Donc on remercie Loïc que vous avez vu dans le Thunder Quiz pour tout ça. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, voilà, c'est plus simple, c'est plus avec les couleurs du Thunder, etc. Donc c'est très bien. En plus de ça, on a ajouté des alertes. Donc si vous suivez le compte ou si vous lâchez un prime comme Dodo Sama, merci beaucoup. Normalement, il y a un petit truc qui s'affiche au moins sur cette scène-là. Donc n'hésitez pas, voilà, vous verrez. Mon son est plus fort et moins fort que le tien. Bon, je vais baisser un peu le tien, Constant. C'est plus dur d'augmenter le mien. Je crois que je suis à fond. Je parlerai plus fort. Oh Euh, là là, on me censure, on me non, censure. c'est moi qui est moins fort que toi. Ah bah oui, on essaye de me censurer quand même en réduisant le volume. Et ensuite, autre chose du coup à annoncer, vous le voyez euh, dans le titre du live, je vais y arriver. Ça m'a perturbé ce message dans le chat. Dans le titre du live, le point d'exclamation League Pass, en fait, on a ajouté des commandes maintenant à Twitch. Donc là, c'est la première. En fait, ça va surtout nous servir à de futurs partenariats, etc. Donc comme on va dire le 95% des comptes FR, on est partenaire de la NBA sur notamment le NBA League Pass. Donc si vous voulez souscrire au League Pass et nous soutenir, faites point d'exclamation League Pass ou allez directement sur notre site. Tout est expliqué là-bas. Voilà, quels avantages ou pas vous avez, qu'est-ce que ça fait pour nous, etc. Mais voilà, globalement, on n'a pas envie de passer énormément de temps là-dessus. Donc le plus simple pour nous, c'était de faire une commande comme ça. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse ou à nous poser des questions après en MP ou autre, on y répondra avec plaisir. Mais voilà, globalement, Abonnez-vous sur Twitter sur aussi. Twitter, sur Et Twitch, partout. sur YouTube, mettez la cloche, Maintenant voilà, qu'on est là. 5 étoiles sur votre plateforme de podcast. Parce qu'on le dit toujours à la C'est fin, c'est, vrai, on va le c'est dire au comme dans les début. spectacles au théâtre ou quand tu remercies les techniciens alors que les gens sont en train de se barrer. Faut le dire au début. Ah, comme ça, les gens sont bien là. Donc, non, mais on plaisante. Merci en tout cas de votre Ouais. soutien parce que rien que sur le Thunder Quiz ou même sur les épisodes FAQ, qui sont des épisodes un peu plus confidentiels ou en tout cas qui sont moins aguicheurs sur le titre que, OK, ici, une vraie top team, vous êtes présents. Donc, merci à vous. Moi, je peux difficilement parler plus fort. Je vais me rapprocher du micro. Je vais essayer de faire ça. Voilà, je l'avance. Ça sera un petit peu mieux. Ou alors, je baisse un tout petit peu suite constant. Comme ça, vous augmentez le son global. Voilà, là, on aura difficilement mieux. Mais en tout cas, ouais, merci à tous pour votre soutien. Bon, forcément, avec le Thunder qui gagne, on est de plus en plus nombreux et tout. Mais ça nous fait plaisir. Et on sait qu'il y en a qui sont là depuis longtemps, dans les périodes sombres. Donc, ça fait encore plus plaisir de vivre ça avec vous actuellement. Bon, on a assez bavardé, longue intro. On va commencer ce bilan de la mi-saison. Et on va le dire, la première moitié de la saison pour OKC, c'est assez exceptionnel. 23-9 au moment où on enregistre, après 42 matchs. 3, 23-9? 23. Oula, oui, non. Non, non, 29-13. 29-13, ouais, j'inverse les chiffres. Je suis Voilà, fatigué. J'ai eu un long week-end, je suis fatigué, je vous annonce. 29. 23-9. Pardon. 29-13, pardon. Mais globalement, deuxième à l'ouest, troisième de la ligue et troisième aussi au net rating d'ailleurs dans NBA. Donc on est plutôt à notre place si on regarde le net rating. Bref, on est très bien placé. On s'attendait pas forcément à ça, toi et moi. Il y a des choses auxquelles on s'attendait un petit peu, d'autres pas du tout. Et c'est peut-être différents points qu'on va aborder voilà, sur cette première moitié de saison. On va pas faire le tour complet, mais il y a différentes choses qu'on avait envie de discuter avec vous dans le chat. Donc Constant, je vais te laisser commencer. Vas-y, à toi l'honneur. De quoi tu as envie de me parler au début? Peut-être avant de commencer, peut-être un petit ressenti, non, Si sur tu cette veux. première Si tu veux. moitié de D'habitude, je le fais saison. tout le temps, ça, mais si tu veux, vas-y. Ouais, un petit ressenti, c'est le bilan de mi-saison. Donc,
Rapidement, avant de se focaliser sur des points un peu plus techniques, non, ressenti, comme tu l'as dit, début de saison inespéré, enfin, début de saison, première moitié de saison inespérée de la part du Thunder. L'objectif était globalement d'être là où sont les Pacers, là où sont les Kings, là où sont les Suns, c'est-à-dire à la bataille entre la cinquième et la huitième place. Je pensais pas qu'OKC allait se retrouver dans le wagon d'au-dessus avec les Wolves, avec les Nuggets, avec les Clippers. Euh, c'est assez logique, j'ai envie de dire. Enfin, le classement d'OKC est assez logique de ce qu'on voit tout au long de la saison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un stretch comme les Clippers, par exemple, où tu es en 19-2, où tu gagnes tous tes matchs. Non, OKC, depuis les 2 premières semaines de saison régulière, est toujours dans le top 3, top 4 de la conférence Ouest. Un peu comme les Wolves, un peu comme les Nuggets. C'est des équipes régulières. Il n'y a pas d'énormes stretch de victoires, mais il y a très peu de stretch de longues défaites. Et sinon, en termes de ce qui est proposé, bah, OKC est largement en avance sur le calendrier, on va dire, parce qu'il y a des joueurs qui se développent très bien, il y a des joueurs qui se développent très fort, et finalement, certaines interrogations qu'on pouvait avoir, que ce soit en attaque ou en défense, qu'on commence à être un petit peu refusées, ou on commence à être rassuré, puisque OKC est une des rares équipes qui possède une attaque top 10 et une défense top 10, voire même une attaque et une défense top 5 selon les net ratings et selon les sites qui classent les équipes. Donc voilà, très satisfaisant, inespéré, en espérant pour le coup que ça se poursuive sur la seconde partie de saison. Non, ouais, je suis d'accord avec toi. Tu m'as grillé déjà des éléments que je voulais rappeler, mais bon, je redirai tout ça ensuite. Non, je suis d'accord avec toi que, bah, globalement, moi déjà, je suis pas le plus, bah, déjà investi émotionnellement, comme je regarde beaucoup les matchs en replay, mais même vis-à-vis des Mm. défaites, etc., je suis pas celui qui va le plus être déçu ou vraiment péter un câble si on perd des matchs un peu bêtes. Enfin voilà, j'ai un peu de recul vis-à-vis de ça. Moins en playoff, hein. Enfin moins quand on y sera, je pense. Mais Ah, ça, disons que les défaites comptent oui, plus, voilà, quoi. Mais, mais ouais, en fait, j'ai toujours l'impression qu'on a, et je le redirai ensuite, la ressource pour réagir, qu'on est serein depuis le début de saison. Tu vois, on a enregistré au début de saison, on dit ouais, on gagne les matchs, mais on joue pas très bien. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, on a mm. augmenté le niveau de jeu, on a continué de gagner les matchs. Là, on avait un stretch compliqué sur le mois, bon, qui est pas fini. Bon, ça va aller mieux là, mais on a tenu globalement, on est encore deuxième. Enfin, tu vois, tu fais le taf en fait, honnêtement. Alors après, t'as zéro blessure, ce qui t'aide énormément. Mm. Tu as plein de facteurs qui t'aident énormément et on le dira ensuite. Mais globalement, ouais, on avance sereinement. On est bon des deux côtés du terrain. On voit que notre production des deux côtés du terrain est très régulière et on retrouve les mêmes choses soir après soir, ce qui est très satisfaisant. Et de plus en plus de joueurs, d'ailleurs, j'ai envie de dire, hein, individuellement, de plus en plus, ils sont dans les mêmes standards de performance. Non, bah, le mood est forcément très positif. Et en plus, on ressort d'une grosse victoire contre Minnesota, euh, Mm. qui prouve encore d'autres choses que je vais appuyer ensuite, mais où t'as pas besoin d'être exceptionnel pour gagner des matchs. T'as pas besoin de. Enfin, tu vois, t'arrives à gagner certains matchs sans être flamboyant. Donc, non, non, c'est. Contre des top teams en Ouais, plus. contre des top teams. Donc, non, très très positif. Et puis forcément, ça se ressent en nous sur plein de choses, même les échanges qu'on a avec les fans. Maintenant, on se plaint d'une mini rotation de Daynault ou d'un mini truc. Avant, c'était pas ça, quoi. Là, on est sur des, on est un peu sur du luxe, j'ai envie de dire, quoi. C'est vraiment, voilà. Pas pour tous les joueurs, on Oui, va pas pour dire. tous les jeux. Pas pour tous les joueurs. Il y en a qui attisent un peu plus. Alors moi, je suis pas du tout. Enfin, je suis enfin, je suis pas du tout comme toi. Je suis beaucoup plus investi émotionnellement sur les matchs. Voilà, vous pouvez voir au pansement. Ça, c'est Minnesota. Ça, c'est cette nuit. S'il y a que dans le sport, vraiment, où je suis capable de m'énerver alors que je suis quelqu'un de très calme dans la vie. C'est affolant. Mais Josh Giddey dans un corner, parfois, ça peut agacer. Non, non, mais sinon, non, mais comme tu l'as dit, je pense qu'on est dans une situation où c'est quand même très positif et où OKC, tu as parlé des blessures. En fait, j'ai l'impression que toutes les équipes bien classées, en tout cas dans la conférence Ouest cette saison, sont des équipes qui ont été relativement épargnées par les blessures. Tu regardes les Nuggets, ils n'ont pas tant de blessures que ça. Tu regardes les Wolves, il y a un peu de Jaden McDaniels, un peu Anthony Edwards, mais globalement, la structure est la même. Les Clippers, aussi exceptionnels que ça puisse paraître, ils ont eu assez peu de blessures aussi. Donc je trouve que ouais, le top 4 de la conférence Ouest est relativement épargné par les blessures, comme Boston est relativement épargné par les blessures aussi du côté de la conférence Est. Donc, effectivement, le facteur blessure aide à être bien classé, mais malgré ça, je trouve que OKC fait partie de ces quelques équipes qui semblent quand même se démarquer de par leur niveau de jeu de ce groupe avec les Pels, les Kings, les Suns, et il me manque la dernière équipe, je sais plus, Dallas. Voilà. Ce groupe de quatre poursuivants, à partir de la cinquième jusqu'à la huitième place, je trouve qu'OKC
joue mieux que ces équipes-là, en Hmm. tout cas pour l'instant. Non, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. On a un vrai niveau et voilà, des vrais standards, comme on l'a dit tout à l'heure. On verra comment ça évolue. T'es pas à l'abri d'une blessure, t'es pas à l'abri qu'une autre équipe euh, perce un peu ce plafond de niveau de jeu et devienne bien meilleure d'un coup. Bon, Bon, les les Suns, Suns, hein. par exemple, oui, effectivement. Non, mais ouais, t'es pas à l'abri de ça non plus. T'es pas à l'abri d'un endormissement aussi. On en parlera peut-être un petit peu, mais de certaines équipes. Mais ouais, globalement, on est sur une très grosse régularité de performance. On est très satisfait de l'évolution de la plupart des joueurs. On est très satisfait du noyau qui est en train de se construire et qui se construit maintenant, on va dire un an, parce que J-Dub et Chet, ils étaient là l'année dernière, même si Chet n'a pas joué. Ah non, ah non, Bah, il était là, ah il non. était là, sur le banc. Non, mais un an, quoi. Ça fait, en gros, ça commence à partir de la draft 2022, quoi. Ouais, En gros. oui. Mais non, mais après, voilà, globalement, plutôt satisfait. Je pense que tout le monde l'est. Bon, Mm, Constant, cette fois, allons-y. Parlons terrain, mm. parlons stats, parlons tout ce que tu veux. Dis-moi ce que tu as envie d'aborder d'abord. Premier point qui peut faire la transition, enfin justement qui est le premier point auquel je ne m'attendais pas, puisqu'on parlera après d'un point sur lequel je m'attendais, mais dont la finalité est quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Je vais vous parler des pourcentages de paniers inscrits suite à une passe décisive. On le sait, OKC n'est pas une équipe fantastique pour ce qui est de créer des paniers suite à des passes décisives. Ça a toujours été le cas depuis des années. Cette année, OKC s'améliore. OKC était 28e en assist pourcentage, donc c'est sur tous les paniers que tu as inscrits le pourcentage qui proviennent d'une passe décisive. OKC était 28e l'an dernier. OKC est 17e cette année, 18e, excusez-moi, 18e cette année. OKC est même 13e depuis un mois et demi. Ça, c'est des standards qu'on n'a jamais vus. Et du coup, ça me fait poser la question à toi, Pierre, puisque je ne t'ai pas briefé avant. Sais-tu à quand remonte la dernière fois qu'OKC a été classé plus haut que la 18e position en assist pourcentage, la saison? Moi, je pense. Dans le chat, vous pourrez répondre. Je vous vois pas, C'est mais le dans le Thunder chat, vous Quiz pouvez répondre. continue. Oui. Bon, il peut avoir l'époque Chris Paul, mais je pense pas. Et alors après, sinon, ça doit être une époque Paul George, peut-être. La première année de PG. La Ouais, 2017-2018, ça fait trop loin après. c'est ta Ouais. réponse? Mais ça m'étonnerait même pas que ça Alors, soit 2012, tu vois. 2012, alors J'hésite entre tu les deux. sauras. Alors, tu penches pour laquelle? Non, plutôt récent, la première avec Paul George, mais ça me surprendra pas. Ouais. 2017-2018? Eh ben, tu sauras que la seule fois où OKC a été classé plus haut que la 18e place en assist pourcentage, c'était la saison Ah, 2008-2009. C'était la première dans l'histoire d'Oklahoma ça me City. surprend pas, tu vois, du coup. La première dans l'histoire d'Oklahoma City. Et je suis allé chercher la saison 2011-2012, donc la saison où OKC fait les finales NBA, hein, pour tout le monde, enfin, pour remettre dans le contexte. OKC est dernier en pourcentage de paniers assistés à 49%. C'est-à-dire qu'il n'a pas été issu d'une passe décisive. Ça aidait bien d'avoir Kevin Durant, James Harden et Russell Westbrook pour créer des actions Mhm. individuelles. Mais en tout cas, non, pour revenir sur le jeu collectif, je trouve que c'est quelque chose qui se développe au fur et à mesure de la saison et qui va être important, notamment parce qu'il y a pas mal d'équipes qui commencent à envoyer de la zone. Alors, on a joué un stretch d'équipes qui pratiquent pas mal la zone, c'est-à-dire que le Heat n'attend pas de jouer au KC pour balancer de la zone. Les Lakers n'attendent pas forcément de jouer au KC pour balancer de la zone. Utah, la zone, ça fait complètement partie de leur schéma défensif. Mais je trouve que dans des situations où justement on te balance une zone, eh bah, c'est des situations où tu as besoin d'un mouvement de balle, tu as besoin du jeu collectif pour pouvoir faire contrer un petit peu cette zone, là où sur du jeu individuel, c'est très difficile de battre une zone, notamment quand tu as peu de joueurs capables de pull-up à 3 points. Donc voilà, je trouve que c'est quelque chose qu'on voit pas mal. Je trouve que J-Dub est de plus en plus intéressant pour citer quelques noms sur la création. Je trouve qu'un Misic, j'en parlerai plus tard, mais participe pas mal à augmenter ce jeu offensif et à ce jeu collectif. Donc ouais, je trouve qu'on a rien d'exceptionnel, j'ai envie de dire. T'es toujours pas sur des grands systèmes à la Warriors ou à la Spurs, parce que de toute façon, c'est pas dans le moule d'OKC, mais je trouve que comparé à l'an dernier, le jeu collectif a pas mal progressé. Et même un joueur comme Shea, je trouve plus impliqué dans le jeu collectif et comment rendre ses coéquipiers meilleurs que ce qu'il pouvait être l'an dernier. Donc je trouve que c'est un point auquel je m'attendais pas forcément, mais OKC petit à petit est en train d'améliorer vraiment son jeu collectif. C'est pas flamboyant, mais
quand tu arrives dans le top 10 ou pas loin des équipes qui font le plus de passes décisives, en tout cas en pourcentage, moi je trouve que c'est correct et ça peut être une des raisons qui explique le boom en termes de rating offensif que le Thunder a pu avoir entre l'an dernier et cette année. Non, bah, de toute façon, je suis d'accord avec toi et c'est visible ces stats-là. Je pense que collectivement, bah, de plus en plus, cet aspect drive and kick, cet aspect création de bons tirs, et je pense que tu y reviendras après, on le voit de plus en Mm. plus où la majorité des tirs pris, c'est ouvert à 3 points, tu as beaucoup de drive, mais qui viennent aussi parfois de jeux collectifs, de cuts, etc. En fait, certes, tu as certains joueurs qui monopolisent un peu la balle, bon, chez J-Dub globalement, mais c'est rarement que bon, je peux pas dire que c'est rarement que pour lui, mais il y a d'autres choses, ça va plus loin que juste je vais tout droit et juste je fais aucune passe et je regarde pas ce qui se passe. Et en plus, on est très bon sur transition et du coup là, tu as beaucoup de passes décisives qui se créent, etc. Non, globalement, je suis d'accord avec toi que tu as une nouvelle dimension collective qui s'est ajoutée aux bases d'avant. Euh, alors certes, avant, on n'était pas aussi bon en passes décisives, mais je pense que tu n'avais pas les joueurs pour. Mais tu étais déjà dans une construction collective de l'attaque, si je peux dire, où les bases que t'as fait depuis 2 3 ans, même si tu gagnais pas énormément de matchs à certains moments, et ben en fait, tu retrouves ces bases-là actuellement avec bah, des nouveaux joueurs, des joueurs plus compétents ou des joueurs qui ont progressé. Et du coup, bah, forcément, ça marche et tout le monde peut s'exprimer un petit peu. Ah bah, effectivement, il y a d'autres joueurs dont on parlera, un Isaiah Joe, un Cason Wallace, si t'as pas autant de passes décisives et potentielle création collective, ils sont pas aussi bons. Au tir, ils sont pas aussi bons offensivement. Donc ça t'aide énormément, même Lou Dort. Hein. Donc ça t'aide énormément. Et ben non, je suis d'accord avec toi. Et puis, on va le dire, ça se ressent, nous, dans nos visionnages de matchs, qu'on on est content que ça joue comme ça. Enfin, tu vois, il y a du mouvement, il y a des passes, etc. Mhm. T'as des transferts de ballon, etc. Donc ça, c'est plutôt agréable. Après, tu as parlé de la zone un petit peu. Oui, je suis d'accord avec toi que tu auras un peu plus de besoins collectifs. Après, par exemple, là, contre des équipes qui le jouent beaucoup, mais globalement, j'ai l'impression que tout le monde joue de la zone, même nous, hein, ça se fait de plus en plus en NBA. Taché qui arrive à voir ses pull-ups un peu à mi-distance en jouant le 1 contre 1 contre le joueur du haut de la zone. Après, je suis d'accord avec toi qu'on est encore assez faible dans réussir à toucher le joueur au poste haut, au poste bas pour qu'on puisse créer à partir de là, ce qui est très important sur une zone. On se contente souvent de faire tourner Mm. la balle autour des 3 points. Et là, là je suis Mm. d'accord avec toi que ça manque un petit peu de création sur ça. Mais parce que les Américains savent pas attaquer une zone, globalement. c'est... C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais oui, je suis d'accord, c'est vraiment ce manque de création en tête de raquette qui me frustre un peu. Il y a eu une très belle séquence face au Jazz où je sais plus, je sais plus qui est en tête de raquette, mais qui fait un kick-out. Il me semble que c'est Chet qui doit la ressortir pour Micic à 3 points. Ça, c'était intéressant. Là où je trouve que quand tu fais du S-Ouest, on va dire, en tout cas, quand tu fais le tour du fer à cheval sur une zone, c'est plutôt ce que les équipes ont envie que Hmm. tu fasses, quoi. Et puis après, j'ai envie de prendre un peu de recul vis-à-vis de ça, mais ça, c'est quelque chose qu'en fait, Presti et Degnault veulent depuis très longtemps. Que tu aies une balle qui vive, que tu aies plein de porteurs de balles capables de prendre des décisions rapidement, balle en main. Ça vient de la draft, ça vient des joueurs recrutés, ça vient de tout ça. Ce qui a été un peu décrié parfois, hein, effectivement, parce que ça a plus ou moins marché avec certains. Mais là, avec les joueurs sur le Mm. terrain, bah, effectivement, ça marche. Et même, bah, c'est l'exemple d'Isaiah Joe ou Lou Dort qui, de base, ont. Bah, Dort, c'est différent, mais Joe qui n'a pas forcément la capacité à bouger balle en main, à créer un peu pour les autres ou à lire le jeu au-delà du tir, bah, de plus en plus, il est capable de le faire et parce que tu travailles là-dessus. Donc, ouais, effectivement, là, je te rejoins complètement sur ce point. Et on nous dit dans le chat que si on n'implique pas les autres, tu gagneras pas avec deux trois joueurs. C'est complètement vrai. Ça fait la force d'OKC d'être une menace un peu, de pas pouvoir vraiment lâcher certains joueurs, enfin voilà, d'être toujours au qui-vive, de qui peut prendre un tir, qui peut prendre feu. Voilà, ça c'est assez important. C'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout avant. Donc non, non, voilà, je te rejoins complètement là-dessus. Après, tu peux pas gagner avec deux trois joueurs, mais Si. OKC est quand même une des meilleures équipes en isolation, Oui, oui. hein. Tu Je peux dis ça, je gagner, dis mais, rien. mais tu peux pas gagner autant de matchs, je pense. Non, ou tu peux pas. Disons que les deux trois joueurs, faut qu'ils soient très très forts, hein. Mais on le voit là que des équipes comme les Lakers, comme les Suns, même avec tout le star talent qu'ils peuvent avoir sur leurs trois meilleurs joueurs, ils sont bien contents d'avoir Grayson Allen pour mettre 8 sur 12 à 3 points pour battre les Kings, quoi. Mm. Donc c'est de toute façon, c'est on va dire l'une des évolutions de la NBA moderne, c'est que c'est très difficile de gagner si t'as pas enfin, c'est beaucoup plus difficile de gagner si tu as juste trois joueurs offensifs que ça ne l'était il y a de ça quelques années.
Mais effectivement, je pense qu'il y a ce côté où tu veux impliquer tout le monde et où tu essayes de mettre tout le monde en jambes, de mettre tout le monde en rythme, et ça peut être que bénéfique. Tu as parlé d'Isaiah Joe, très rapidement sur lui. Justement, l'an dernier, on avait des doutes ou certaines frustrations quand on le voyait balle en main. Par exemple, quatrième quart face aux Wolves, il y a une action où il drive, où il fait une passe, il me semble que c'est pour Lou Dort, il fait une passe balle en main qui était un truc que tu ne l'aurais pas vu faire l'an dernier. Donc je trouve que ça bénéficie à pas mal de gens et ça peut aider justement à avoir encore plus de décalage, encore plus de tirs ouverts. Hmm. Non, non, ça, je suis d'accord avec toi. Ouais, globalement, t'as quand même ça aussi, ça vient quand même d'un développement collectif, mais aussi individuel, des joueurs qui ont appris à jouer de cette façon-là, ce que tu n'arrivais pas à faire avant, et là, avec un peu de continuité et avec bah, le bon personnel, bah, Mark Denault, il faut souligner le travail, hein, parce que bah, OKC a jamais aussi bien joué, on va le dire maintenant. Enfin, collectivement, on n'a Ouais, jamais aussi bien joué. oui, après la NBA était différente, Oui, c'est sûr, d'accord. mais c'est sûr que Mark Denault, oui, il peut être frustrant quand il balance Ousmane Dieng dans ses rotations ou Lindy Waters, mais actuellement, il y a Chris Finch et il y a Mark Denault pour le coach of the year. Et si vous lisez ce qui peut se dire du côté des États-Unis, il y en a certains qui disent même que c'est lock, quasiment le trophée de coach of the year pour Mark Denault si OKC reste dans le top 3 de sa conférence. C'est-à-dire Donc, Shea aura pas le MVP, quoi. non, bon, et puis Chet n'aura pas le rookie de l'année Ouais. non plus. Mais après, voilà, l'un pour l'un comme pour l'autre, c'est difficile de leur donner le trophée parce qu'il y a des Oui. monstres face à eux. Mais non, mais toujours est-il que chaque coach a ses faiblesses. On va dire, Marc Denault, qui peut nous frustrer, mais ce qu'il a mis en place déjà l'an dernier, même depuis son arrivée, mais ce qu'il met en place année après année, eh ben, ça fait que OKC est une équipe compétitive et je suis loin d'être convaincu, voire même quasiment sûr que si tu avais Scott Brooks ou si tu avais Billy Donovan à la place de Mark Denault, je ne suis pas convaincu que le classement du Thunder aujourd'hui serait le même avec le même effectif. Non, je suis bien d'accord avec toi, Billy. Ça aurait pas été pareil avec Billy Donovan, non, ça c'est sûr. Voilà. Ça c'est sûr. Je vais enchaîner moi avec mon premier point. Bah, justement, c'est celui que tu avais un peu teasé en début d'épisode. Moi, je voulais un petit peu parler du caractère et un peu de la résilience qu'a cette équipe-là avec plusieurs points qui font que la saison est bonne, hein, on en a déjà un petit peu parlé. Parce qu'on va souvent nous parler d'expérience, que ça va être une limite d'OKC, etc. Mais moi, je trouve que cette équipe-là, comparée à des équipes plus expérimentées, elle a autre chose. Elle a un peu plus la dalle, je sais pas comment dire, mais elle a plus faim de gagner, elle a plus envie soir après soir d'être, même un Shea comparé à d'autres franchise players, a beaucoup plus envie. Et en fait, tu as un espèce de caractère qui se dégage de cette équipe-là, qui fait, bah, comme tu l'as dit au début, que tu as zéro série de défaites, t'as pas perdu cette année plus de 3 matchs d'affilée, même quand Ouais. tu étais en difficulté, Non, plus de deux plus de 2 matchs. matchs. Oui, plus de 2 matchs, T'as aucune t'as série de aucune trois série de défaites 3 de matchs, ouais, suite. exactement, c'est dans ce sens-là qu'il fallait que je le dise. Mais voilà, tu arrives à réagir, là tu perds 2 fois LA, bah, tu réagis contre Utah et Minnesota derrière, ce qui n'était pas simple, Mm. ce qui n'était pas simple du tout. Enfin voilà, globalement, je trouve que cette équipe-là a vraiment du caractère et arrive à encaisser la charge de matchs, des fois de défaites, bah, tout de suite à réagir, tout de suite à dire non, non, on sait où on va, on sait, voilà. Donc, donc là-dessus, vraiment grosse preuve de caractère. Aussi, autre preuve de caractère, c'est Nick Gallo qui l'a tweeté. Depuis le début de la saison dernière, il y a eu plus de 25 victoires gagnées avec des comebacks de plus de 10 points. Alors en Mm. NBA, on sait maintenant les écarts, c'est vite repris, etc. Mais pour une équipe jeune qui pourrait vite mettre la tête sous l'eau, etc., t'arrives tout le temps à réagir, t'as tout le temps un truc, t'arrives tout le temps soit défensivement à faire un ajustement, soit t'as un mec qui va prendre feu, soit t'as un mec qui va te prendre l'équipe sur son dos. Et ça arrive de plus en plus souvent que t'arrives à te sortir de situations un peu difficiles, mais contre Minnesota encore une fois hier, on a l'exemple même, donc ça tombe bien qu'on parle de ça. Et je l'avais même dit, je crois dans un des premiers épisodes de la saison, que on était une équipe très difficile à battre. Parce que justement, t'as cet aspect caractère, ça abandonne jamais, c'est prêt à faire des comebacks, ça défend fort, ça court, etc. Et ce sentiment-là, il est de plus en plus fort pour moi, où je pense que les équipes sont pas sereines au fait de nous battre. Il faut vraiment faire un bon match pour nous battre, parce que si t'es moyen, bah, à part si on met rien, etc., bon, ça arrive en NBA, mais il va falloir ramer pour nous battre, quoi. Et au-delà de ça, je trouve que on est serein aussi à chaque fois contre les équipes faibles. Ça, c'est une autre preuve que t'as faim, t'es serein à chaque fois. T'as mis une énorme toile à Portland d'ailleurs, qui a fait très plaisir. Ça, je veux. Non.
Elle a pas fait plaisir parce Oui, c'est qu'OKC n'a pas vrai. fini le C'est job. vrai, t'as pas eu le OKC n'a pas record. fini le job. T'as pas eu le record. OKC avait le record du plus gros du plus gros écart, enfin, de la plus grosse avance, excusez-moi, au terme de trois quarts-temps. De records qui étaient détenus par Indiana contre OKC en plus. Donc déjà, tu as battu un de tes propres records, ça c'est bien. Mais ensuite, t'as pas fait comme Memphis à l'époque, tu as respecté l'adversaire et t'as pas envoyé ton banc. Enfin, c'est comme si tu Hmm. avais mis, je sais pas, la seconde unit qui joue actuellement, c'est comme si tu l'avais mis dans le quatrième quart contre Portland. Là, Mark Denault, il a juste mis les third stringers, donc les sireurs de banc. Ouais, donc, non, mais encore, voilà, encore une fois, t'as vraiment tout cet aspect où bah, c'est même différent d'avant quand on gagnait beaucoup de matchs, même avec Russ, etc., ou même avec KD, où on était un peu suffisant, on perdait tout le temps contre les nuls. Là, t'as pas du tout ce sentiment-là. Tu sens que ils sont pas en mission parce ils sont pas revanchards d'un truc et tout, mais tu sens qu'il y a une autre façon de jouer, il y a une autre, je sais pas comment dire, dynamique derrière tout ça, c'est géré pas de la même façon, etc. Et moi, j'apprécie vraiment ça. Et c'est pour ça que cet aspect expérience, alors, à voir comment ça se confronte en playoff, comment tu réagis. Est-ce que tu tombes pas trop dans on veut tout faire pour gagner, on fait un peu n'importe quoi, on se précipite, voilà. Mais moi, j'ai hâte de voir ça en fait, parce que il y a des équipes expérimentées qui n'ont pas la capacité de réaction et de remobilisation qu'on a en fait. Et donc, j'ai hâte qu'on soit potentiellement en playoff et qu'on voit comment ça se passe. Parce que, voilà, je suis d'accord que l'aspect expérience peut jouer, mais je trouve que tu as des bénéfices de notre construction jeune et de la manière de fonctionner qui sont quand même très importants. Vous avez vu, bilan de mi-saison, on parle déjà de Ouais, playoff, mais hein. on Vous avez est vu? obligé de dire de plus en plus quand on y sera, Constant, faudra s'habituer. On n'y On est n'y est pas pas encore, encore, moi mais. je maintiens qu'on n'y est pas encore. Il y a que, enfin, c'est tellement serré. On va dire que le trou est fait à partir de la neuvième place, parce que le neuvième, il me semble que ce sont les Lakers, ils sont à 21 défaites, ok, ici on a 14. Mais t'en as que 4, entre guillemets, d'avance sur la huitième place, donc c'est pas encore fait. Même si la huitième place, théoriquement, au play-in, ça devrait passer. Mais on a vu par le passé que ça n'a pas été particulièrement un coup de chance pour certaines équipes, notamment les Clippers. Non, mais pour ce côté un peu expérience, si vous écoutez un peu euh, ce que je peux dire, moi je trouve que c'est un argument qui est souvent utilisé pour réduire les équipes. Je trouve que le manque d'expérience, c'est souvent soit un porte-à-faux, soit un paratonnerre pour critiquer certains aspects du jeu, pour dire ah oui, on n'a pas réussi Hmm. parce qu'on manquait d'expérience, alors qu'il y a des points tactiques et qui sont purement tactiques sur lequel l'adversaire a su appuyer et sur lequel tu n'as pas su réagir. C'est plus ça, moi, qui m'inquiète si jamais OKC venait arriver en post-season, notamment, voilà, on n'en parlera pas pendant 3 heures, mais le spacing avec Josh Giddey, c'est quelque chose qui m'inquiète particulièrement. Mais sur le côté résilience, bah oui, Nick Gallo, de toute façon, sur le tweet qu'il a fait, OKC, depuis le début de la saison dernière, a fait le plus grand nombre de comebacks menés de 10 points à égalité avec une autre équipe. Alors, je sais pas laquelle c'est, mais voilà, toujours est-il qu'OKC est dans le top 2. Il y a ce côté un peu, ouais, comme tu l'as dit, résilience. C'est Keith Smith qui l'avait tweeté, Keith Smith de Sport Track, qui l'avait tweeté durant la nuit, c'est que OKC, il faut les battre. Ils vont pas partir comme ça. Il faut battre OKC. Euh, et je trouve que c'est représentatif de ce qu'on a vu sur ce début de saison. C'est-à-dire que sur 42 matchs, OKC a perdu 2 matchs de plus de 10 points. Hmm. Le premier, c'était contre Denver, la raclée lors du troisième match. Le deuxième, c'est face aux Clippers il y a de ça 4 jours, où OKC était à +1 à 2 minutes 30 de la fin, et puis Paul George a décidé de tout rentrer. Donc voilà, il y a des défaites un peu. Il y a celle contre Houston et celle contre Sacramento lors du play-in. Il me semble, enfin, lors des groupes de qualification pour le play-in, où c'est des faux matchs de moins de 10 points, parce qu'OKC est derrière, c'est quelques contre-performances, mais je trouve que ouais, il y a ce côté où OKC, il a jamais. Il faut y aller pour battre OKC. Il faut, un peu comme ce qu'il pouvait y avoir à l'époque en football américain sur les Patriots, par exemple, il faut viser la tête si tu veux battre OKC, parce que sinon, ils sont capables de remonter. Donc voilà, je trouve qu'il y a ce côté insouciance un peu de la jeunesse, où tu fais. En fait, comme tu n'as jamais expérimenté la défaite, t'en as pas peur. Donc du coup, bah, c'est un peu comme il sait pas que c'est impossible, il le fait quoi. Donc je trouve que ouais, il y a ce côté-là. On en parlera quand si jamais OKC venait à se qualifier en playoff. Je trouve que les exemples récents dans les sports américains, notamment ce qui peut se passer actuellement en playoff en NFL,
prouve que des équipes expérimentées qui ont connu la défaite arrivent parfois plus crispées que des équipes de jeunes qui n'ont jamais connu la défaite. Donc sur ce côté-là, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a vraiment ce côté où Casey est rarement largué par son adversaire. Casey est très souvent dans les matchs et ce que je trouve intéressant, c'est que les scénarios varient et pourtant Casey arrive toujours à rester dans les matchs. Ça peut être un match où c'est porte ouverte défensivement, comme le match contre Utah. Ça peut être un match où c'est guerre de tranchées et personne ne rentre rien face à Minnesota. Casey arrive toujours à trouver le moyen soit de rester dans le match, soit de remporter la victoire. Non, mais le mot insouciance que tu as dit, je le revois complètement, hein. Et après, Mm. je suis d'accord avec toi sur l'aspect expérience et qu'en fait, qui cache des choses tactiques derrière. Tu vois, on va Mm. souvent citer ouais, les Kings l'année dernière, ben, ils ont galéré contre les Lakers. Non, c'est ça? Oui, si je me. Non, les Les Warriors. Warriors, voilà. Ouais, parce que les Warriors, il y avait l'expérience, il y avait Green, il y avait Looney, machin. Ouais, non, c'est que tactiquement, ils se sont fait ouvrir. Enfin, c'est. Sabonis s'est Oui, fait voilà. ouvrir. Enfin, Ouais. non, mais il y a un moment, ils ont exploité les faiblesses et voilà. Si t'es une équipe exceptionnelle, que c'est ta première, mais que c'est tes premiers playoffs, tu peux aller au titre, hein, si t'es vraiment au-dessus de tout le monde. Je vois pas la raison de. Je vois pas Ouais. forcément la raison qui peut t'empêcher ça. Mais ouais, je suis d'accord avec toi que je pense que toi et moi, on sera beaucoup plus vigilants à des aspects tactiques et que si on perd, on dira Mm. pas on manquait d'expérience, on dira bah non, ah il nous a manqué tel pourcentage sur ça, on n'a pas été bon, ah tiens là on a Mm. subi ça, on a fait des conneries en fin de match parce que t'arrivais pas à sanctionner les switches, parce que c'est pas de l'expérience ça, c'est des choix tactiques et comment ça a été évolué. Ouais. Mais non, mais après je suis complètement d'accord avec toi et dans ce que j'ai souligné, c'est euh, je- moi j'ai hâte de voir ce que cette équipe va réaliser et parce qu'effectivement c'est une équipe qui ne lâche jamais. Tu dois les tuer vraiment Mm. pour qu'ils lâchent l'affaire. C'est un peu un bolos ou je sais pas, voilà, mais ils sont là, ils sont accrochés à toi et tant que tu les as pas fait vraiment dégager, tu peux pas t'en séparer. Et tu restes souvent à portée de tir, hein, parce que ça peut aller très vite. Je sais pas, faut regarder un peu les runs qu'on peut mettre. On n'en a pas mis des énormes, mais tu peux vite remonter dans les matchs. On en a pris des énormes aussi, quand même, notamment contre Dallas. Voilà, les deux matchs déjà non mais là tu regardes les deux matchs contre Utah et contre Minnesota, OKC démarre très Ouais. fort hein, parce que contre Utah t'es à plus 19, contre Minnesota t'es à un plus 16, Mm. 17 il me semble dans le premier quart, et là pour le coup tu te fais rejoindre sur des erreurs un peu bêtes on va dire, ou sur des choses où tu n'arrives pas vraiment à sanctionner, mais disons que les leads dans le premier quart ça peut partir très vite hein. Quand tu fais un gros lead dans le premier quart, ça peut très vite partir en fumée. Mais voilà, il y a le run contre Dallas où tu prends 30-0. Mais ça aussi, c'est un exemple typique de résilience. C'est que tu prends un run de 30-0 à l'extérieur. Tu es mené de plus 6 et tu parviens à remporter le match. Si c'est pas un exemple ultime de Mm, résilience, mm, ça, c'est que voilà, il y en aura. Enfin, vous trouverez pas de meilleur exemple de fait de te prendre un uppercut et d'être capable de rendre les coups quand même derrière. Donc oui, il y a plein de situations où là aussi c'est au crédit, c'est à mettre au crédit de Mark Denlow parce que c'est peut-être dans les moments les plus difficiles où le coach peut être le plus utile pour remettre ses joueurs. Pour remobiliser un petit peu ses joueurs. Donc je trouve que oui, il y a moins ce côté euh, un peu Warriors troisième quart qu'il y avait l'an dernier. Si vous vous souvenez, l'an dernier, OKC était très fort dans le mm. troisième quart pour rattraper des leads qui étaient accumulés en première mi-temps. Là, c'est un peu moins le cas. Tu as moins de cartons de domination pure, mais je trouve que ouais, OKC arrive toujours un peu Il n'y a pas d'énormes runs, j'ai pas le souvenir de run où tu mets genre des 20-0 à l'adversaire, mais tu parviens toujours à Mm. grignoter. Et à partir du moment où tu grignotes, eh ben, à un moment, tu finis souvent par passer devant. C'est un peu la hit culture sans tous les blessés. Ah non, on va pas nous comparer au 8. Non, 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 non. alors le 8. Laissons le 8. Non, mais c'est les Oui, Spurs. Moi, je ouais, un retiens, peu les c'est Spurs. les Spurs de la belle époque. Oui, pas de maintenant. Pas la belle Ah, c'est époque. c'est plus dur Pas maintenant. la, Ouais. la belle époque. Constant, je vais t'enchaîner avec ton deuxième point, un petit peu que tu voulais aborder. Oui, bien sûr, c'est un point auquel je m'attendais, mais comme je l'ai dit, dont la finalité, je ne m'attendais pas, puisque vous avez vu, si vous traînez un petit peu sur Twitter, on l'a retweeté avec le compte Wear Thunder, si vous avez vu ce graphique de la part du site Basketball Index, qui est un très bon site. Bon, l'abonnement est payant, donc c'est un peu embêtant, mais qui est un très bon site qui permet plein d'outils et plein justement de graphiques pour permettre de catégoriser un peu les joueurs. Des outils visuels, quand tu as beaucoup de chiffres, c'est intéressant parfois. Et donc, c'était un graphique qui disait, enfin, qui calculait la qualité des tirs plus le pourcentage de réussite.
Et on voyait que globalement, OKC était un cran au-dessus de tout le monde en termes de qualité de 3 points et en termes de réussite à 3 points sur ces tirs de considérés comme de grande qualité. C'était une problématique qu'il y avait l'an dernier, c'était que OKC était malgré tout une équipe dans le milieu du paquet en termes de pourcentage de réussite à 3 points, il me semble. Je n'ai pas la stat sous les Ouais, yeux, on devait être 17e ou 16e en termes de pourcentage de réussite. Cette année, OKC est deuxième. Voilà, avec les Clippers qui tirent mieux à 3 points que cette saison que le Thunder. Les Clippers, ils ont un peu de marge, enfin, ils ont un peu des armes offensives pour tirer à 3 points un peu évidentes, hein. Kawhi Leonard, Paul George, James Harden, Norman Powell, c'est des joueurs qui savent tirer à 3 points. Là où OKC, en début de saison, bah, c'était pas évident, c'était même l'un des principaux points faibles quand on lisait certaines previews que certains sites pouvaient dire, c'est qui est capable de mettre des tirs à 3 points. Bah, t'as pas de shooter à très gros volume du côté de Casey, c'est-à-dire que non, t'as pas un joueur comme peut l'être un Klay Thompson qui prend 11 tirs à 3 points par match, mais t'as un peu ou Stephen Curry, enfin voilà, t'as pas d'énormes mecs avec des volumes, mais par contre tout le monde met un peu dedans, c'est-à-dire que Chet Holmgren met un peu dedans, Lou Gensdorf met beaucoup dedans, Isaiah Joe met beaucoup dedans, Aaron Wiggins, Kenrich Williams, tout le monde y va de son petit grain, de son petit apport, Cason Wallace notamment, donc ça fait que le jeu du Thunder parvient à sanctionner les très bons tirs que sont créés, notamment via les driving kicks de chez Gilgeous Alexander, par exemple. Donc, je trouve que on est dans une situation où l'attaque du Thunder fonctionne très bien, aussi parce que tu as des joueurs qui sont capables de mettre ces tirs à 3 points et que ce qui était une arlésienne qu'on pouvait avoir ces précédentes années avec Pierre, on se disait, oui, OKC est l'équipe qui prend le plus de 3 points grand ouvert, mais en même temps, est-ce que c'est pas l'adversaire qui les laisse? Bah, si les adversaires continuent de les laisser, OKC met dedans cette année. Donc, je trouve que ouais, la progression à 3 points, alors on va voir comment ça va se traduire sur la seconde partie de saison, parce que s'il y a bien un truc en NBA qui n'est pas stable tout au long d'une saison, c'est bien l'adresse, mais force est de constater pour l'instant qu'elle est bien présente du côté du Thunder. non, là je pense qu'honnêtement, c'est de moins en moins des tirs qu'on nous laisse ouverts, c'est plus des tirs qu'on se crée maintenant, hein. Parce que là, Sauf quand c'est Jeff oui, Dizzy, mais encore tu une vois, même fois. à Lou Dort, maintenant tu peux plus trop, et on va en reparler, tu peux plus trop le laisser ouvert, Lou Dort, là actuellement. Isaiah Joe, les tirs ouverts, tu peux vraiment pas laisser ouvert. Non, après, pour rejoindre ce que tu disais, je trouve qu'en fait, on est très bon pour déjà se créer ces tirs-là, effectivement, sur le drive and kick, sur les extra passes, même en fin de transition, où on arrive vachement bien à se positionner, à arriver dans les bons timings, parce que ça c'est très important, en trailer, etc., pour vraiment sanctionner les tirs. Et je pense que globalement, tu vois, tu dis même Josh Giddey, mais en soi, même lui, il a un pourcentage honnête cette année. Mais après, j'ai envie de dire, tous les tirs que tu prends à 3 points, c'est pris par des joueurs compétents. Enfin, on va dire 90%. C'est-à-dire que l'un des moments shooters que tu as séché, il n'a pas besoin de prendre les 3 points. Il en prend des fois qui sont décisifs, des fois non. Ouais. T'as Guidi qui en prend un peu par défaut parce que un match contre Minnesota, on lui demande de rester dans le corner parce qu'il faut que Gobert soit un peu loin de la raquette. Enfin voilà, bon bref. Mais qui est Mm. plus adroit que les saisons d'avant. Et après, par contre, tous les mecs, tu ne peux pas les laisser tout seuls. Un J-Dub met dedans, Chet met vraiment dedans, Dort, on en reparlera, met dedans, voilà, c'est pareil. Enfin, là, tu commences vraiment à voir que des joueurs compétents à 3 points. Même un Kenrich Williams, dont lui aussi on va en reparler, je pense après, je suis pas fan, il met dedans à 3 points. Il met dedans à 3 points, enfin voilà. Il y a que peut-être Misic qui met pas vraiment de temps pour l'instant, mais il en a pas pris beaucoup, ça va remonter. Mais, euh, mais ouais, en fait, c'est vraiment. Mais ces tirs-là encore, c'est les mêmes tirs qu'on a depuis 3 ans, sauf que là maintenant, c'est pas les mêmes joueurs qui les prennent, c'est pas le même rythme, c'est pas. T'as pas à créer la même différence vis-à-vis de la défense par rapport à avant. Il y a plein de choses qui ont changé, quoi. Et Mhm. après, on nous le dit dans le chat d'ailleurs un peu, je trouve qu'on en prend de plus en plus dans le corner. Une chose qu'on faisait pas énormément avant. On en avait parlé, même toi et moi, on en prenait beaucoup à Above the Break, on en prenait beaucoup Mm. à 45, notamment à Isaiah Joe. Je trouve que cette année, un Casson Wallace, il en prend beaucoup dans le corner. Dort en prend un peu plus. Bon, Guidi en prend plus dans le corner aussi. Je trouve que tu as des joueurs qui. On a évolué un petit peu sur nos zones de tir aussi. Et après, bon, la sélection est toujours idéale, mais quand tu arrives à créer d'aussi bons tirs qu'Okessi, bon, voilà. Et j'ai envie de dire, même cette création, elle va avec ce qu'on a dit au début, donc collectivement, les passes, les systèmes annoncés, etc. Mais tu as des gros joueurs de 1 contre 1 qui peuvent être difficilement être défendus des fois par un seul joueur. Donc tu provoques Mm. beaucoup d'aide, t'obliges beaucoup à défendre la raquette, tu peux pas laisser un Shea ou un J-Dub se balader dans ta raquette.
Et du Mm. coup, tu as des aides automatiques et tu as des joueurs qui se font plaisir. Alors que tu vois, un Chet, c'est un peu différent, où il le laisse des fois un peu dribblailler, il le laisse jouer son 1 contre 1 contre le grand adverse. Sur chez J-Dub, c'est plus ça maintenant, ils ont plus d'accès au cercle facile. Donc ouais, je pense que c'est un tout. Et après, voilà, il y a de la progression interne sur le tir. Bon, il y en a qui vont mettre des grands postes avec Chip and Land, machin. Oui, peut-être, mais il n'y a pas que ça, je pense. Il y a des sélections de joueurs, il y a des... Ça participe, mais Oui, il y c'est a pas pas que de ça. recette magique, Ouais, quoi. ouais. C'est pas la potion de Bugs Bunny à la mi-temps de Space Jam, quoi. Ouais, non, il y a vraiment... C'est un tout, en fait. C'est sur les prises de confiance de joueurs, c'est sur du rythme, c'est sur... Et mine de rien, ils vieillissent tous aussi, hein. Je pense que quand tu arrives en NBA, être Bon, adroit... Enfin, ils ils sont vieillissent. encore très Oui, jeunes, non, mais hein. ils vieillissent dans le Ils sens... sont quasi tous plus Oui, jeunes que nous deux, oui, hein. non, mais Même que ils moi. vieillissent dans le sens, ils prennent des années NBA, parce que je pense que, Oui, bon, à part ils Cason prennent Wallace de qui met tout l'XP. dedans, quand tu arrives en rookie, c'est pas forcément toujours évident d'être adroit, notamment dans tes sélections de tir, etc. Et bon, là, on a Chet et Cason qui mettent tout dedans, mais pour certains, ça a mis un peu plus de temps. Donc, non, non, ça, c'est intéressant. Ouais, bah, justement, là, je regardais, OKC était 27e en fréquence de tir à 3 points tentés dans les corners l'an dernier. OKC est 15e cette année, Ah, donc tu il y a vois, une ouais. vraie progression. Mais je pense effectivement que la progression en termes de réussite au tir, elle vient d'une part du fait que les joueurs accumulent de l'expérience, elle vient d'une autre part du fait que tu as de meilleurs joueurs tout simplement pour rentrer ces tirs à 3 points. Et je pense que le fait d'impliquer autant les joueurs, même ceux qui touchent le moins la balle offensivement, ça aide. Parce que j'ai le souvenir notamment, bah, je crois que c'est PJ Tucker qui en parlait dans un podcast récemment, il me semble que c'était chez Jeff Teague, où il disait, mais quand il y avait des temps morts, enfin quand il y avait des temps où la balle n'était pas vivante, il demandait aux arbitres s'ils pouvaient toucher la balle parce que il jouait avec James Harden et que globalement il touchait jamais la Il balle, quoi. attendait dans son Et que corner, quoi. voilà, il attendait dans son corner et quand il faut toucher la balle, que tu l'as pas touché pendant 25 minutes, bah, tu as moins de chances potentiellement de le mettre. Donc je trouve que c'est beaucoup, ouais, je trouve qu'il y a beaucoup de situations où les shooters sont mis dans les bonnes positions et le fait que, selon moi, alors après, il n'y a pas d'études, mais pour moi, plus tu impliques les joueurs offensivement, plus les joueurs touchent la balle en attaque, plus ils seront capables de mettre les tirs à 3 points parce qu'ils seront un peu plus chauds. Voilà, Hmm. c'est peut-être n'importe quoi ce que je raconte, mais c'est une impression que j'ai. De Après, ressenti de joueur, à mon niveau, à mon humble niveau, je suis d'accord avec toi. Rien que ça, tu vois. ah, mais alors que moi, mon expérience de joueur se limite à rien du tout. Donc, mais après, voilà, Houston, ils étaient très bons aussi en pourcentage à 3 points, alors qu'ils touchaient, enfin, il y avait Harden et Chris Paul qui touchaient la balle. Mais toujours est-il que oui, je trouve que c'est intéressant de voir cette progression. Je trouve qu'il y a beaucoup effectivement, beaucoup plus de variance, on va dire, dans le tir à 3 points. C'est pas juste Lou Dort à 45 degrés ou Lou Dort face au panier, mais pas à 0 degré dans le sens face au panier, vraiment au milieu de Hmm. l'arc de cercle, on va dire. Il y a des tirs à 3 points dans les corners, il y en a d'autres où ils sont un peu plus. Un Chet prend très peu de tirs à 3 points dans les corners, par exemple, là où un Kenrich en prend pas mal, un Cason Wallace, qui est l'exemple ultime, en prend beaucoup. Donc je trouve que, oui, effectivement, il y a beaucoup de variance dans le tir à 3 points, il y a beaucoup de variance dans le jeu offensif. Globalement, vous regardez la répartition des zones, la répartition des tirs en fonction des zones d'OKC. OKC prend pas mal de tirs près du cercle, pas mal de tirs à mi-distance et pas mal de tirs à 3 points. C'est pas comme, par exemple, Boston qui prend quasiment 50% de ses tirs à 3 points. C'est ce qui fait qu'offensivement, OKC est dans pas mal de matchs parce que, en fonction de ce que te donne la défense, tu peux réagir offensivement et préparer, et proposer autre chose. Là où si tu es dans un système très établi, très marqué, c'est peut-être plus difficile de s'adapter quand la défense parvient à contrer ton schéma de jeu. C'est ce que j'allais dire, ouais. Je sais plus contre quel match c'est où tu mets rien, tu crées tes tirs habituels à 3 points, mais tu les mets pas, et du coup, t'as beaucoup plus appuyé dans la raquette, t'as beaucoup plus appuyé sur des mid-range, etc. Et ça, c'était vraiment intéressant. Et tu vois que t'as plein d'options en fait. C'est une équipe un peu à 3 niveaux. On parle souvent des joueurs qui peuvent scorer à Hmm. 3 niveaux. Là, je trouve que effectivement, c'est une équipe à 3 niveaux parce que t'as des joueurs à 3 niveaux. J-Dub est l'exemple parfait de ça, qui peut s'adapter au tir que tu lui laisses. Chez à 2 niveaux et demi, mais à 2 niveaux très très hauts, on va dire. Ah bah, les deux, ils Les deux sont sont élites, très donc très hauts. ça Non, passe. mais voilà, Ça passe. globalement, effectivement, tu as de plus en plus de joueurs, tu vois, c'est quelque chose dont on discutait souvent en reconstruction, tu en as de plus en plus qui prennent des mid-range, même un peu tous, hein. Donc là-dessus, je suis Hmm. d'accord avec toi que la menace est un peu plus diverse et variée, et tu peux un peu moins t'attendre ou laisser des choses complètement. Tu peux pas laisser tous les mid-range à OKC, tu peux pas faire ça. Alors que c'est une stratégie bon, de moins en moins, mais certaines défenses NBA pendant longtemps c'était ça, tu laissais les mid-range, tu peux pas faire ça avec Shea, avec J-Dub, etc.
Non, non, surtout des shorts mid, Oui, c'est-à-dire des flotteurs ou en tête de raquette. Parce que si c'est des longs mid, comme il peut y avoir parfois du côté de Jalen Williams, c'est des tirs rentables. Mathématiquement, c'est ouais, des ça oui. tirs qui sont rentables pour les défenses adverses. Les short mid, avec l'efficacité d'un joueur comme Shea, l'efficacité d'un joueur comme J-Dub, voire même l'efficacité d'un joueur comme Chet, Hmm, c'est quasiment un tir près du cercle en termes de rémunération de points. Donc c'est beaucoup moins bien. ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, j'avais envie de parler un peu défense, Constant, pour finir, un petit peu nos Mm. points un peu collectifs. Défense qui était déjà très bonne l'année dernière et qui, je trouve, a passé un vrai cap avec Chet cette année notamment, hein. Bien sûr, on va mentionner, il n'y a pas que lui, mais voilà. Sixième défense cette année, 111,7 au defensive rating. Mais en fait, au-delà de cette meilleure performance un peu statistique, moi, je vois des choses qui ont été ajoutées, et notamment d'abord la protection de cercle, bon, qu'on discutait toi et moi longuement. Bon bah merci Chet, bien entendu, hein, bien sûr, mais je trouve que le schéma utilisé, il convient bien mieux maintenant, parce que, je reviendrai ensuite, on a gardé notre agressivité, mais on a ajouté à ça de la protection de cercle qui est de bien en mieux, qui est de mieux en mieux, pardon, et le symbole de ça, c'est qu'OKC est la meilleure équipe au contre de la ligue. Ça, je m'y attendais pas. Je savais que Chet allait en mettre, mais je trouve que toute l'équipe s'est mis un peu plus à défendre le cercle. Et même un Jalen Williams, bah, pour avoir regardé le match du Minnesota cet après-midi, il met deux contres. Et il y a Il met plusieurs un contre actions. important, Ouais, ouais. il met un contre important. Il y en a un où il traverse la raquette d'un bout à l'autre pour mettre un contre. Enfin voilà, il y a plusieurs situations où il a évolué lui aussi là-dessus, chez Hermé, etc. Donc je trouve que Mm. OKC a vraiment progressé sur cet aspect-là. Et l'exemple de ça, c'est que les adversaires shootent, si je me trompe pas, à 51,4% à 2 points contre l'OKC. OKC est du coup l'équipe qui laisse le deuxième pire pourcentage à l'adversaire, donc c'est très bien. Et ensuite, même en fréquence, on laisse peu de tirs. On laisse peu de tirs à 2 points. En fait, tu effraies un petit peu les adversaires, en plus tu leur laisses un pourcentage assez bas. Par contre, on laisse beaucoup de 3 points en fréquence, en quantité, mais on arrive aussi à faire baisser les pourcentages à 3 points parce qu'on a la dixième meilleure défense sur le pourcentage à 3 points. Bon, ça, après, on sait que c'est un peu aléatoire, ça, vous en parlez souvent. Oui. Ouais. Qu'il y a des équipes Et puis, historiquement qui ont des pourcentages bas, enfin voilà, mais bon. non, mais pour OKC, ça va, mais tu laisses beaucoup de 3 points parce que tu blindes la raquette Oui, aussi. Et que là, pour le coup, c'est un des bah, points qui, moi, me frustre un peu ces derniers mais temps. tu vois, ce qui est intéressant, bah, j'ai un autre point vis-à-vis de ça. Je confirme juste cette théorie qu'OKC défend mieux le cercle, c'est que sur les tirs de moins de 5 pieds, on laisse le plus petit pourcentage de réussite à l'adversaire. Donc on est vraiment bon là-dessus. Bon, encore une fois, Chet Holmgren, merci. Mm. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est tout ça en gardant un petit peu cette identité des années auparavant où tu étais très agressif, tu gagnais des ballons, etc. Bah, le match du Minnesota, encore une fois, je trouve qu'on a défendu très haut. T'avais Shea qui allait chercher Conley très haut, t'avais J-Dub très haut sur Towns, on les empêchait vraiment de mettre les choses en place. Et du coup, avec cette optique-là, t'es deuxième au deflection, huitième au steal, premier au turnover provoqué, et ça c'est le point ultime, deuxième au tir contesté, notamment à 3 points. Alors, effectivement, tu blindes un peu la raquette, mais Mm. tu fais les close-out. Tu laisses les tirs, mais t'es dessus. Alors, est-ce que c'est bien ou pas? Voilà, encore une fois, pour l'instant ça marche, faut le dire. Mais effectivement, ouais, tu blindes tellement la raquette, t'es tellement dans les aides que tu laisses souvent des tirs ouverts, notamment dans les corners, etc. Mais tu fais les efforts de close-out. Donc ça, c'est assez intéressant. Voilà ce que je voulais un petit peu mentionner. Et je trouve qu'on a une défense. Alors, bah ouais, certes, t'es nul au rebond, machin. euh, Ah ouais. mais au final, en fait, tu peux pas être non plus partout. Tu peux pas faire des close-out dans tous les sens. Tu peux Non. pas gagner des ballons. Tu peux pas être partout. Donc moi, j'accepte cette faiblesse-là. Et par contre, je suis vraiment fan de cette dimension que la défense a pris et cet apport près du cercle maintenant de Chet et des autres joueurs qui sont mis aussi de ça. Mais aussi, je suis aussi fan des options qu'il y a. Ça, on parlera peut-être après, mais tu peux faire plein de choses. Tu as fait de la zone, tu as différents coverage sur les écrans, selon le 5 que tu mets, etc. Non, ça, c'est vraiment intéressant. Je suis un peu plus sceptique, on va dire, sur la défense, surtout sur le stretch récent. En fait. Hmm, Je suis c'est d'accord vrai, avec toi. c'est vrai. Ah, ah, je cherchais, mais le site NBA a décidé de ne pas m'autoriser l'accès. Je voulais chercher le pourcentage de paniers défendus par Shuttlegram près du cercle. Il me semble que c'est 53%. À un moment, c'était même 50%. C'est-à-dire que lorsque Chet est le plus proche défenseur de la personne qui tire près du cercle, les adversaires tirent à 50%. À 50%, vous êtes sur du Anthony Davis, vous êtes sur ce genre de statistiques-là. C'est remonté un peu parce qu'OKC défensivement était moins bien. Mais je trouve que je suis d'accord avec toi sur le fait que
blinder la raquette et avoir confiance en la capacité de faire les close-out, pour moi, c'est une philosophie de jeu. Hmm. C'est pas un truc que tu subis, c'est une philosophie de jeu. Mais je trouve que parfois, c'est un peu utilisé à outrance dans le sens où, selon moi, OKC, parfois peut manquer de confiance vis-à-vis de la capacité de Chet Holmgren à défendre tout seul sous le cercle, en fait. Je Hmm. trouve qu'il y a des occasions où tu viens aider, où tu viens apporter de la présence, apporter de la taille, là où Chet, en fait, se débrouille très bien tout seul. Alors oui, il y a des séquences où c'est un peu plus difficile pour lui, mais il y a des séquences, je trouve, où ok, s'il vient apporter une aide alors que tu n'as pas forcément besoin, ou alors tu es dans un espèce d'entre-deux où tu viens aider, mais en fait, t'aides pas suffisamment, donc t'empêches soit pas le tir au cercle, soit pas le close-out, enfin, soit tu fais pas très bien le close-out pour le tireur à 3 points, donc c'est ça qui me frustre un petit peu ces derniers temps. Un autre point qui me frustre, en dehors des rebonds, où je trouve que là, pour le coup, tout le monde doit faire mieux. C'est-à-dire que Chet doit faire mieux, les autres doivent faire mieux, tout le monde doit faire mieux au rebond. Et je pense que, ok, si avec l'effectif actuel, sans même parler de renfort via un intérieur potentiellement sur un trade, je pense que OKC est capable même de faire mieux avec ce roster-là. Mais un point qui me frustre un petit peu ces derniers temps, c'est que OKC repart dans ces trucs qu'on avait un peu souligné l'an dernier, c'est que tu donnes beaucoup, beaucoup, beaucoup de lancers à l'adversaire. OKC est 24e en free throw pourcentage, c'est-à-dire que OKC est la sixième équipe en pourcentage qui donne le plus de lancers à l'adversaire. Ça, pour le coup, ça vient avec l'agressivité, hein, parce que forcément, si tu es agressif sur porteur, bah, tu vas potentiellement commettre plus de fautes, mais je trouve que c'est un point qu'on voyait un peu moins sur le début de saison. Alors, OKC était exceptionnel hein, en termes de ballon, de perte de balle adverse provoquée sur le début de saison, c'était très fort. Shea était exceptionnel sur couper les lignes de passe, et on a vu que le match contre Minnesota cette nuit, tu es encore capable de sortir ce genre de performance, mais tu as pas mal de situations où tu fais beaucoup de fautes. En tout cas, ces derniers temps, c'est aussi lié au fait, d'une part, que tu as joué beaucoup de matchs et que du coup, bah, tu as peut-être les 2% d'énergie que tu avais avant pour faire le close-out, bah, tu les as plus, ce qui fait que tu es peut-être une demi-seconde en Hmm. retard et du coup, tu prends potentiellement le tir, ou alors que tu peux te faire un peu plus marcher dessus. Mais oui, elle est très bonne. La défense de Casey, elle est très bonne, mais je trouve que elle pourrait soit être encore meilleure, soit être encore plus difficile à manœuvrer si tu faisais un peu plus confiance à la capacité de Chet Holmgren à protéger son panier. Hmm. Ça, je suis d'accord. C'est un peu dur de le faire peut-être en année 1. Il faut attendre de s'adapter aussi et de voir lui comment Mm. il résiste à ces joutes-là. Mais je suis d'accord que peut-être l'évolution finale de ça, c'est que tu auras de moins en moins besoin de venir l'aider, effectivement. Mais après, encore une fois, quand tu vas rentrer dans les rotations, bah, quand tu auras un Kenrich, bah, lui, il tient moins les intérieurs, il est plus petit, etc. Jalen, ça dépend de quel intérieur. Tu vois, tu dois aussi t'adapter au personnel que tu as. Mais ouais, je suis d'accord que Chet, on pourrait lui responsabiliser un peu plus sur des grands un peu tout seul. Face à certains non, je pense qu'il y a certains, les vraiment élites, il faut aider, il faut aller trapper, mais il y a certains, ouais, typiquement un Gobert, tu peux laisser Chet en 1 contre 1, c'est pas spécialement dérangeant. Non, ça je Mm. suis d'accord avec toi. Après l'indiscipline, ouais, niveau fatigue, même niveau, on va dire un peu naïveté, on nous l'a dit dans le chat, c'est vrai qu'il y a des fois, tu es un peu trop dans l'agressivité, ça joue beaucoup trop les interceptions chez Dort, etc. Bah, Dort, l'exemple même de hier, encore une fois. Voilà, tu Mm. es un peu trop dans l'agressivité. Après, il y a des fois, tu veux trop provoquer des charges ou des pertes de balles ou voilà, des choses comme ça, et où du coup, tu fais faute au final au lieu de défendre, parce que c'est un peu Mm. acquis tout double selon la vision de l'arbitre, tout ça. Mm. Donc, non, ouais, je suis d'accord sur la discipline, c'est un peu plus dur. Après, je pense que ça va avec l'intensité défensive qu'il y a, la protection de cercle, et aussi les matchs de plus en plus de haut niveau, j'ai envie de dire, tu disputes. Je pense que tu fais moins de fautes contre Portland que contre Minnesota. Globalement, je pense que c'est. Enfin, tu vois, quand t'as des matchs à haute. Ah, parce que tu avais quand même un stretch, il me semble que c'est 5 ou 6 matchs où OKC a envoyé 30 fois Non, l'adversaire sur la ligne des lancers, hein. Et il y avait du Washington, il y avait du Miami, il y avait des très bonnes équipes comme des équipes de merde. Donc, non, mais ça, je suis tu vois, d'accord avec contre, toi que récemment, là, t'es pas bon sur ça. T'es pas tu vois, discipliné. Washington tente 29 lancers Hmm. quand on les joue. Alors oui, il y avait globalement le road trip de 4 matchs à l'Est où tu fais Atlanta, Brooklyn, Washington, Miami. Défensivement, c'était Non, c'était pas bon. catastrophique. C'était pas bon. C'était vraiment pas bon. C'était un peu mieux avec le retour à domicile, mais ouais, je trouve que là, on est dans un stretch où tu commets beaucoup de fautes. Et pour revenir sur cette notion d'agressivité, je suis d'accord avec toi. Enfin, voilà, je vais pas non plus
redire ce que j'ai déjà dit sur Jalen, mais je trouve que jouer les charges, en fait, c'est pas forcément le type de défense que je préfère parce que c'est vraiment qui tout double. Mm, C'est soit faute offensive, soit faute. Et je pense que sur cette agressivité, OKC doit peut-être apprendre à savoir rester solide et à se restreindre un peu sur certaines situations. Je pense que toutes les possessions défensives ne demandent pas une agressivité exceptionnelle sur le porteur, mais juste de faire les bonnes rotations et de forcer un mauvais tir sans forcément venir à mm. forcer une mauvaise perte de balle. Et je pense que ça, c'est un truc sur lequel tu peux progresser potentiellement sur la deuxième partie de saison ou dans le Ouais, futur. on n'est pas toujours très conservateur. Et alors Mm. qu'on pourrait l'être un peu plus, ça encore une fois, c'est quelque chose qu'on pourra peut-être observer un peu plus tard dans la saison. Est-ce que en playoff tu t'appuies sur cette agressivité que tu peux avoir, ou est-ce que tu deviens un peu plus conservateur et que tu veux juste faire les stops qu'il faut. Euh, Après, tu vois, je trouve que dans les moments chauds, on est agressif, mais ça devient beaucoup plus cadré. Tu fais moins de folie, tu vois. C'est ok, on est sur ça, là on défend, tu vois, c'est beaucoup plus cadré. Mhm. C'est le sentiment que j'ai. Mais d'ailleurs, pour les rebonds aussi, on en avait parlé toi et moi. T'es un peu plus concerné par le rebond quand c'est chaud. Mais c'est pas suffisant. Je pense, ouais, honnêtement, c'est un petit axe de progression, effectivement, que tu as bien souligné là, sur la défense. Ouais, après, sinon, bah, les rebonds, quoi. Ça, Ouais, c'est mais le bon. truc auquel on s'attendait. Non, mais rapidement sur les rebonds, parce qu'il faut que ça sorte. Euh, Enfin, il Toi, faut ça que ça t'énerve. sorte. C'est pas. Moi, je m'en fous. Oui, Toi, ça t'énerve. moi, ça m'énerve. Moi, ça m'énerve. Il y a globalement, enfin, je crois que je l'avais dit en début de saison. Allez, les deux, trois trucs qui m'énervent le plus quand je regarde un match de basket, c'est te faire défoncer au rebond offensif, te faire défoncer à 3 points. Je trouve que le rebond, en fait, c'est là où tu vois le plus que Chet se fait bouger. Oui. C'est-à-dire que Oui, oui. quand défensivement, ça va. Par contre, au rebond, il se fait déposer par les mecs à chaque Ouais. fois. Il se fait prendre des rebonds dessus. Le match face aux Clippers, il se fait déposer par Plumlee un nombre de fois. C'était assez hallucinant. Donc lui déjà doit faire mieux dans ce domaine-là. Il y a des matchs où il termine à 3 ou 4 rebonds. C'est pas possible en fait quand OKC joue aussi petit que Chet Holmgren termine à 4 rebonds. Ça, c'est le premier point sur lequel il doit progresser. Deuxième point, OKC est beaucoup trop passif, je trouve, sur certaines situations. Passif dans un premier temps parce que les mecs font pas les box-out. Deuxièmement, parce qu'ils regardent beaucoup trop la balle et que tu en as très peu finalement qui sautent pour prendre le rebond. J'ai l'impression que la plupart des rebonds, c'est des rebonds quasiment quand ils sont à quand tu peux les capter. Je trouve que c'est très mal expliqué, mais vous voyez, je pense, vous voyez ce que je veux dire. Il y a peu de rebonds aériens, de rebonds défensifs aériens, vraiment aériens du côté du Thunder. C'est là où je trouve qu'Isaiah Joe, si tu prends le ratio taille-volume au rebond, Hmm. peut-être l'un des meilleurs rebondeurs de On l'équipe. nous le dit dans le Je trouve chat aussi d'ailleurs, ouais, que lui il se bat et qui. ouais, Hmm. voilà. Je trouve que Isaiah Joe est peut-être même un des meilleurs rebondeurs de l'équipe. Il l'a encore prouvé cette nuit. Donc oui, je trouve que Chet se fait beaucoup trop bouger et je pense que l'équipe au global est beaucoup trop dans l'inaction à partir du moment où Chet se fait bouger. C'est-à-dire qu'il y a des situations où Chet, il doit faire le contest du mec qui tente un tir sous le cercle, le box-out, plus le rebond. Faut l'aider à un moment aussi. Je sais qu'il se fait déposer, mais faut l'aider. Je trouve que OKC fait pas assez de box-out et qu'il y en a pas mal. Tu peux citer n'importe qui, hein, Lou Dort, Ouais, Shea, tous. J-Dub, Josh Giddey, quasiment tous. Il y en a qui sont beaucoup trop passifs, qui regardent beaucoup trop la balle, je trouve, sur le rebond. Et vraiment, je pense que c'est un domaine où, à roster égal, ou en tout cas à roster toujours le même, tu peux être meilleur. Ouais, après, c'est dur à mettre en place parce que bah, dans des aspects où Chet il va sauter souvent, etc., bah, tu peux pas être hors bon parce que t'es en l'air. Tu Hmm. peux pas faire le box out. Après, quand t'es constamment dans les aides, ben, c'est plus dur de reprendre un joueur pour aller faire le box out correctement. Et puis après, t'as un déficit physique quand même, hein. Tu te fais enfoncer, Oui. tu manques de taille, tu manques voilà, hein. Ouais, en fait, bah, pour un guard, Guidi, si tu veux, c'est un bon rebondeur, mais il est pour sa taille, pas tant que ça. Il fait la taille d'un Et ouais, 4 et quoi. J-Dub, c'est un peu pareil. Tu te dis c'est un potentiel bon rebondeur, mais au final, pas tant que ça. Et Hmm. non, après, je suis d'accord avec toi que des fois, tu as l'impression que ça manque un peu d'agressivité que tu retrouves justement dans les moments clutch ou un peu chaud. Je pense que c'est ça la petite Hmm. différence. Après, sur les box-out, c'est compliqué parce que est-ce que tu favorises plutôt d'empêcher le joueur d'avancer, mais il faut que tu aies un mec qui aille chercher la balle. Typiquement, bah, Steven Adams et Russell Westbrook, j'ai envie de te dire, à l'époque. Oui, bah oui. Ou alors, est-ce que tout le monde saute et machin, mais c'est un peu la guerre, voilà. Après, si d'un autre côté, t'as joué le passage en force, que t'as des mecs par terre, enfin, tu sais, c'est un peu l'anarchie des fois aussi, rebond, Hmm. tu vois. Oui.
Mais ouais, mais je suis d'accord avec toi que. Après, j'ai l'impression que la majorité des rebonds, non pas la majorité, mais il y en a beaucoup où c'est. T'as un drive, le gars est plus ou moins défendu, t'as Chet qui vient aider, la balle part un peu en cacahuète, et t'as l'autre intérieur adverse qui arrive, qui reprend la balle et qui marque, quoi. Bon, le classique. Mais ceux-là, ils font mal. Je suis d'accord avec toi que ceux-là, ils font mal. Oui, et puis je trouve que, enfin, pour regarder pas mal de NBA en dehors du Thunder, je trouve que les équipes envoient beaucoup plus de mecs au rebond offensif que contre le Bah Thunder oui. que face à d'autres C'est équipes. ciblé, bah Tu oui, oui, vois, c'est ciblé, c'est bien, sûr. bien sûr, c'est ciblé. Vous regardez, je sais plus qui c'est, il me semble que c'est le Jazz. Il y a une séquence où le Jazz, ils envoient l'intégralité du 5 majeur au rebond offensif. L'intégralité. Bon, alors ils se prennent un panier en contre-attaque juste après, parce qu'OKC parvient à prendre le rebond, mais ils envoient l'intégralité du 5 majeur. Les rebonds que vous avez vus 450 fois, qui ont été tant reprochés à Russell Westbrook où il est tout seul, il y en a quasiment pas à OKC en fait, parce que Hmm. tu as toujours un, voire deux joueurs qui vont au rebond offensif. Alors ça aide, parce qu'à partir du moment où tu prends le rebond défensif, tu as des opportunités qui se créent en transition, et c'est aussi pour ça qu'OKC est une bonne équipe sur transition. Mais tu as les rebonds, par exemple, que peut avoir un Luka Doncic, les rebonds que peuvent avoir un Giannis, ce genre d'équipe, eh ben, ils sont plus rares du côté d'OKC parce que les équipes savent que statistiquement, si plus tu envoies de monde au rebond offensif quand tu affrontes le Thunder, plus tu vas avoir des opportunités de l'avoir. Donc, ça, c'est un point que les équipes pourront scouter et sur lequel tu retrouves beaucoup les adversaires du Thunder faire ce genre de technique quand ils le font moins face à d'autres Hmm. équipes. Non, bien sûr. Bah, c'est ça, c'est justement NBA, bien entendu. Ils sont tellement agressifs que tu dis, bah attends, je vais jouer le rebond, j'aurai d'autres opportunités, ils défendent bien, bah on va les sanctionner là-dessus. Non, non, ça je suis d'accord avec toi. Après, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une faiblesse que j'accepte, qui est chiante des fois, que des fois te fait mal. Mais je me dis, Ça m'inquiète un peu en post-season, moi, ouais, pour le coup. à voir qui tu joues après, encore une fois, hein. Et c'est un des points que j'avais noté, mais on en parlera plus tard. Maintenant, ça va dépendre. En fait, on a un profil défensif face à certaines équipes, on va dire, dans l'équipe, la majorité des équipes, ça va aller. Mais face à des équipes très poussées sur certains points, ça va être difficile. Bon, face aux gros pivots, ça va être difficile. Face aux Clippers, où il y a beaucoup trop de monde à l'aile et où tu peux difficilement cacher certains joueurs et où tu as même besoin d'un Shea qui défend sur Paul George, eh ben c'est difficile Mm. parce que Shea n'a pas la capacité de le faire. Je suis désolé, il s'est fait manger par certains contre les Clippers. Il s'est fait Oui, manger. alors Après, l'autre est après, chaud. bon, Bon. le Paul George est... Non, mais enfin, ouais, Shea, voilà, c'est bizarre, j'entends plus du tout de Shea, Ouais, la meilleure superstar two-way. Bizarre, hein. ouais. On n'entend plus ça. Non, je trouve que défensivement, il y a des stretches là sur le road trip, même aller depuis le match face aux Celtics, où Shea était catastrophique Ça défensivement. joue que les Vraiment, il faut le dire, interceptions. hein. Ça joue que les Ça joue que interceptions. c'était du Russell Westbrook dans le texte, hein. C'était ça jouait beaucoup trop les Le, interceptions. Je trouvais qu'il était le catastrophique. pire, c'est quand limite, il se laisse poster, tu sais, et il Oui, veut jouer que il se laisse l'interception. dépasser sur le premier Ouais, pas pour jouer l'interception ouais, de derrière. ouais. Ouais, Ou au ouais. poste bas, il résiste à moitié, et hop, dès que la passe arrive, il veut le mettre derrière et tout, ça marche. Bon, mais bon, Ah, il a réussi à en piquer une oui. dans le quatrième quart face aux Wolves cette nuit. Il me semble que c'est Kaut qui veut le poster où il joue l'interception juste avant. Mais oui, il y a des séquences où Hmm. défensivement, je sais, c'était n'importe quoi. Non, mais voilà, on en reparlera de tout ça, mais j'attends de voir face à quel profil d'équipe on pourra tomber et comment ça finit la saison face à ces équipes-là. Notamment face aux Clippers, je trouve ça intéressant de voir comment on va les défendre. Quand OKC sera encore top 4 fin mars, on fera un Oh bah, podcast où on fera un classement de toutes les ouais, équipes qu'on veut jouer en playoff. on fera des On previews fera. de playoffs, t'imagines? Ça, c'est des choses qu'on sait plus faire, Constant. Ah, On l'a fait il il y y a a longtemps. longtemps, hein. Ouais, on n'est pas qualifié encore, Non. n'attirons pas le mauvais œil. Mais toujours est-il que, oui, disons que c'est là où tu vois aussi que OKC est très dépendant, mais comme toutes les équipes, hein, globalement, OKC est très dépendant du niveau défensif de son intérieur. C'est-à-dire que quand Chet est dedans, OKC est une très bonne Hmm. défense. Quand Chet est moins dedans, c'est plus porte ouverte, quoi. Ouais, il a pris de l'importance dans le système, donc maintenant tu peux difficilement faire ça, ouais. Mm, Petite partie un peu plus individuelle maintenant. On a deux joueurs chacun, si je me trompe pas, dont on voulait parler. mm. On n'a pas pris les plus mainstream et le Big Free et dont on parle tout le temps. On réserve peut-être des futurs épisodes où on aura de quoi dire, tout le monde en parle. On va prendre des joueurs un petit peu plus sombres, mais bon, c'est un grand mot. Constante, qui tu voulais parler? Ousmane Dieng. Non, c'est pas vrai. Non, je voulais parler de Monsieur Vassili Micic. Parce que toi et moi, on avait été très déçus du début de saison de Vassili Ouais. Micic.
On avait même un peu abandonné l'idée de le voir s'intégrer dans la rotation. Et puis finalement, le mois de janvier arrivant, le nombre de matchs s'accumulant, on voit de plus en plus Micic dans la rotation. Et personnellement, je le trouve de plus en plus intéressant. Et je pense que les deux joueurs que j'ai sélectionnés, pour moi, sont deux joueurs qui peuvent avoir leur importance sur la seconde partie de saison, notamment pour préserver potentiellement une place dans le top 4 de la conférence Ouest si jamais tu venais à avoir des blessures ou si jamais tu venais à avoir des cadres qui avaient des coups de moins bien. Micic, il n'est pas du tout exceptionnel en termes d'apport au scoring, j'ai envie de dire. Voilà, maximum qui marque, c'est 8 points quoi, sur les matchs qu'il joue. En termes d'adresse, c'est pas toujours ça. Il y a des airballs à 3 points, ça c'est un peu plus embêtant. Mais je le trouve intéressant dans ce qu'il apporte en dehors de son jeu offensif. J'ai parlé tout à l'heure de la zone. Je trouve que Micic est l'un des meilleurs joueurs qui sait jouer la zone. Est-ce lié au fait qu'il est européen? Peut-être. Mais toujours est-il que j'aime bien ce qu'il apporte, j'aime bien ses lectures dans le jeu. Je trouve que c'est vraiment le seul qui a un jeu qui n'est pas un jeu NBA. C'est-à-dire que il y a des moves que fait Vasilij Micic qui viennent de l'Europe. Notamment les fake passes là pour finir près Hmm, du panier. Il me semble que c'est contre Utah qui fait ça. deux fois, C'est ouais. typiquement un move d'Européen. Donc je le trouve intéressant sur la capacité à rendre les autres meilleurs et la capacité à fluidifier le jeu du Thunder collectivement. Je trouve que quand tu as une zone, c'est très bien d'avoir Vasilij Micic. Je trouve que Mark Denlow, tu as un peu calmer entre guillemets ses rotations. En tout cas, pour celle de Micic, le personnel qui évolue autour de lui est beaucoup plus stable et beaucoup plus récurrent que ce qu'on a pu voir en début de saison. Tu sais que quatrième carton, tu vas avoir Micic avec J-Dub et que globalement, ça marche très bien. Alors, c'est aussi lié au fait que J-Dub est le deuxième meilleur joueur en termes de pull-up cette saison en NBA. Deuxième meilleur joueur en termes. Voilà, deuxième. Deuxième. Parmi les 50 qui en prennent le plus, il est deuxième à l'effectif field goal. Il n'y a que CJ McCollum qui fait mieux. Donc ça aide bien d'avoir un J-Dub à ce niveau-là, mais j'aime bien la relation qu'il y a entre les deux. La seule petite inquiétude que j'ai, d'une part, c'est que défensivement, c'est vraiment un trou noir, que les 3 secondes, il a toujours pas assimilé que ça se sifflait en NBA. Mais voilà, je désespère pas qu'il finisse par comprendre petit à petit les schémas défensifs de la NBA. Et le deuxième point, c'est que euh, je sais pas si son temps de jeu est lié au fait que physiquement, c'est un peu mieux qu'en début de saison, qu'il assimile de plus en plus les schémas offensifs et peut-être même défensifs, qu'au fait qu'il y a une accumulation de matchs et que du coup, Mark Daigneault creuse un peu plus sur son banc. On va voir quand le mois de janvier sera terminé si, avec des matchs plus espacés, tu auras toujours Micic dans la rotation. Ça, je suis pas encore sûr. Après, toi qui n'aimes pas les rotations réduites, ça rajoute un joueur à faire Si, jouer. moi j'aime Non, bien. les rotations J'aime bien la larges, pardon, rotation. excuse-moi. Ça rajoute un joueur à Ah faire ouais. jouer. T'es à au moins 11. Ouais, mais quand c'est Micic, ça va. T'en as 11 au moins à Non, faire jouer. non, 10. Bah, 10. Jeline, tu l'enlèves? Ah oui. Ouais, mais bon. Non, je l'enlève en fonction des Ouais, match-ups. voilà, Pour mais moi, du c'est coup, faut que un. t'en enlèves un autre si tu C'est... mets Jeline, tu vois, c'est le... Si tu veux jouer à Non, c'est un. 10. Jeline, c'est un situational. Oui. Enfin, c'est un situational rotation. C'est-à-dire que quand tu as Nikola Jokic, tu fais jouer Jeline. Quand tu as Joel Embiid, tu fais jouer Jeline. Quand tu as Derek Lively, tu ne fais pas jouer Ouais, je suis Jeline. d'accord. Mais du coup, ouais, t'as quand même... Mais j'avais bien aimé, pour ça justement, j'avais bien aimé les rotations de Mark Daigneault. Il me semble que c'était face aux Wizards où il tourne à 9. Oui, c'est ça, où il tourne à 9, où c'est le 5 majeur avec Kesson Wallace, Aaron Wiggins, Isaiah Joe et Kenrich Williams. Tu vois, Micic Effectivement. n'avait même pas Hmm. joué, mais je trouvais ça très intéressant. Et même le dernier point, après je te redonne la parole, je trouve qu'il a, en mettant Isaiah Joe fin de première mi-temps et fin de deuxième mi-temps, tu sentais que c'était le moment où Mark Daigneault, tu as fait, eh oh, là on se calme et on envoie le meilleur 5 possible. Ouais, alors, pour Micic, je suis d'accord avec toi que c'est de mieux en mieux, déjà parce qu'il est sur le terrain. Bon, déjà, ça joue. Je trouve qu'il a pris un peu, notamment offensivement, il a pris du rythme, tu vois, sur les drives. Il est un peu mieux dans le flux offensif d'OKC, quand je dois driver, quand je dois faire ci, ça, etc. Parce que les passes, il les avait déjà, mais là, dans ses drives notamment, je le trouve bien plus intéressant qu'au début de saison. Alors après, il faut que l'efficacité vienne et tout, mais tu vois, contre Utah, là, tu l'as cité, il met deux gros drives qui font du bien, si je me trompe pas. Mm. Il fait plutôt du bien sur ce match-là. Et puis globalement, sur son temps de jeu, en fait, il prend la place de Shea quand il est pas là. Il tourne avec Shea, je pense qu'il a très peu joué avec Shea. Il rentre en début de deuxième quart-temps, il rentre en début de quatrième quart-temps, il joue 6 minutes et Shea le reprend sa place. Après, je suis d'accord avec toi que en fait, tu dois beaucoup adapter qui tu mets avec lui. D'abord pour qu'il trouve des repères, certes, mais parce que défensivement, il faut compenser.
Il faut compenser Mm. défensivement pour l'instant des difficultés. Il est un petit peu perdu, un petit peu naïf encore. T'as dit, il y a des règles qui sont pas encore complètement acquises, mais ça viendra avec le temps. J'ai pas trop de doutes. Mais ouais, je suis d'accord avec toi que peut-être qu'il pourra avoir son importance si à un moment t'as un blessé, si à un moment l'accumulation des matchs, encore une fois, c'est de la fatigue qui vient, d'avoir un joueur comme ça sur le banc, c'est assez intéressant. On n'est pas sur un standard où nous on le voyait sixième homme, hein, on est loin de ça, mais déjà on Mm. se rapproche un petit peu plus d'un role player que tu peux faire jouer un peu plus intéressant et tu vois que sa frustration à lui aussi disparaît un petit peu quand même, parce que quand lui, un joueur de son calibre en Europe, tu restes 20 matchs d'affilée sur le banc et tu joues pas, je pense que ça devient difficile à accepter. Et là, je pense que ça va un peu mieux aussi. Alors, est-ce qu'il y a de la gestion d'ego en te disant, lui, je vais en avoir besoin un moment, il faut quand même que je le sensibilise. Est-ce que, d'ailleurs, il y a un truc qui est sorti, c'est qui a fait une interview C'est Emmanuel Mudiay qui a fait une interview où il dit, Emmanuel ouais, Moutier, oui, très sur intéressant. vis-à-vis de Mike Conley. C'est très intéressant en C'était fait. Mike Conley en même Oui, temps. non, mais c'est intéressant de voir qu'en fait, il te dit, non, mais à un moment, le coach, il me dit, je suis très bon, mais je peux pas te faire jouer. En fait, il faut que je fasse jouer ceux qui ont un contrat, il faut faire jouer ceux que le front office ont signé. Ça peut expliquer aussi certaines choses dans beaucoup de franchises. On s'en doutait que c'était comme ça, mais il y a un peu de ça. Mais Je pense que c'est pas le cas dans toutes les franchises. non, Et que ça monte. Ah, ok, si, je pense pas que ce soit le cas. Aux Lakers, peut-être, mais Ouais, mais regarde, tu dis bien, je pense que tu as bien dit que Dieng, s'il n'est pas un choix 11 il joue pas. Tu vois ce que je veux dire? ah oui. Donc ça, c'est Alors un peu, ça pour le coup, je c'est suis un peu un d'accord. choix front office, si j'entends. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. T'as raison. T'as raison. Non, mais voilà, j'ai hâte de voir s'il continue un peu de se mettre au diapason de la NBA et de voir comment il peut apporter. Là, il y a des matchs plutôt abordables qui vont arriver, voir s'il peut gagner un peu de temps de jeu, un peu de rythme, etc. Mais non, on est sur la bonne voie. Il y a encore beaucoup de chemin pour lui, mais on est sur la bonne voie. Oui, bah, pas grand-chose à dire de plus Hmm. que on va voir comment ça va se passer. Je pense que au début, il jouait pas mal avec Shea, là, il joue beaucoup avec J-Dub. Alors par contre, tu parlais de personnel parce que défensivement, il était paumé. Il y a des séquences où il te balance Ouais, Micic et Guidi sur le ouais. parquet. Ça, j'ai fait oula. Là, on est serein. Oh J'ai dit là là, on là! est Et serein. il me semble même il y a une séquence où tu as Micic, Guidi et Jeline sur le parquet Non, en même mais temps. je, Je je fais crois qu'à un oh. moment, mais c'était il y a pas longtemps, tu fais genre Kayson, Joe, Misic, Guidi, Jelin, je crois, tu joues. Je me demande si c'est pas face aux Lakers. Ouais, mais Je sais plus. peut-être pas, mais ouais, non, Mais mais je le vois très bien, ouais, ouais. Ça là, je me passe dis, contre oh, Portland ou les Spurs, mais contre. non, non, mais mais je me demande si c'est pas face aux Lakers, Non, hein. mais c'était il y a pas longtemps. Mais c'est ce que Je crois que c'est je face disais aux ça dans le sens Lakers. ça passe contre une équipe faible, mais ouais, sur des équipes un peu plus fortes, c'est difficile. D'accord. Moi de mon côté, je voulais parler de Lou Dort. J'ai un peu teasé là aujourd'hui avant. Je voulais parler de Lou Dort, bon, qui a un petit peu de lumière sur lui, mais pas tant que ça comparé à d'autres titulaires, en bien ou en moins bien d'ailleurs. Mais Lou Dort fait une très bonne saison. Et on se rapproche un peu du produit fini qu'on espérait que Lou Dort soit. Et qu'on avait un peu de temps, on espérait, on savait pas si ça allait le faire, et au final on s'en rapproche de plus en plus. Bon, déjà le tir extérieur, bon, 42,5%, plus 9 points par rapport à l'année dernière. On parlait un peu de, C'est surtout on ça, parlait ouais. un peu de feu de paille en début de saison, on disait ouais il fait des vagues et tout. Cette année il fait pas trop de vagues. Je trouve qu'honnêtement il est de plus en plus adroit, de plus en plus régulier. Je trouve qu'il se met de mieux en mieux en place sur les appuis, il prend plus le temps de finir, il est plus à l'aise pour replacer ses pieds. Là il en met un contre Gobert hier où tu sais il prend le temps de replacer son pied. Gobert un peu loin, Mhm. bon allez je te sanctionne. Je trouve vraiment qu'il est intéressant sur ça. Et puis globalement, meilleure sélection de tirs. 52% de ses tirs sont en catch and shoot, donc globalement à 3 points. Le reste, 35% de ses tirs, ça va être près du cercle, donc vous avez fait presque 90% des tirs de Lou Dort, c'est ça. On nous a cité un peu de mid-range, c'est vrai qu'il a une mini-adresse sur les mid-range, qu'il en prend. C'est du short C'est du mid short mid, encore. mais voilà, il a une mini-adresse là-dessus. Ensuite, ce qui est intéressant, il prend presque aucun tir après plus de 2 dribbles. Donc 2 dribbles max, Lou Dort il a tiré, ça c'est bien. Et puis après, globalement, il prend la moitié de ses tirs ou presque sur wide open et il est à 50% sur ces tirs-là. Donc t'es Mhm. face à un gros joueur sur ça. Et puis, le petit bonus, et le point frustration de l'année dernière, c'est le près du cercle, où il a progressé quand même. Ouais, c'est toujours C'est pas pas ouf. fou, mais il est passé à moins de 5 pieds de 48% l'année dernière à 54,9%.
ce qui est quand Mm. même pas si mal. Et je trouve que même dans l'impression visuelle, il y a encore une fois, une meilleure maîtrise de ses appuis, de ses choix, de son corps. Il fait un peu moins de trucs en l'air pour rien, il est un peu plus à terre. Il a essayé deux, trois fois de mettre des énormes posters, d'ailleurs. Il a mis quelques dunks Mais là, aussi. c'est à la mode là, ces derniers temps, Ouais, là, ok, si ouais, les même posters. J-Dub, il a bien envie de mettre des posters. Ouais, ouais. Mais tu vois, sur les cuts, les contre-attaques, je suis un peu plus serein qu'avant, donc ça, c'est très positif. Bon, défensivement, je trouve que maintenant, on est sur un niveau de base plancher de Dort qui est bon, qui Ouais. défend le meilleur porteur, qui est capable d'être clutch, Voilà, c'est moins foufou qu'avant, c'est moins Mm. débile dans le bon sens. Je sais pas si les gens comprendront, mais en mode, je vais gagner des ballons, je vais provoquer des passages en force, je vais mettre une surpression. Mais par contre, je trouve qu'il a un bon niveau de base. Bon, après, il faut éviter les fautes comme hier, effectivement. Voilà, globalement, je trouve qu'on est une version plus proche de. C'est pas Prime Ludort, c'est d'une version finie, on va dire. Je suis plutôt rassuré pour le futur vis-à-vis de lui. Rassuré dans le sens où toi et moi on disait bon, est-ce que c'est pas le joueur à trader, on voit pas trop son évolution, il va nous brider, on pourra pas le faire jouer en playoff, parce qu'il a pas le tir, il fait Mm. n'importe quoi. Je trouve que dans la direction où il va, encore une fois on verra peut-être plus tard dans la saison, je trouve que dans la direction où il va, on est de mieux en mieux. On est plus face à un vrai role player que tu es capable de faire jouer, que tu projettes dans un roster où bah, tu as des gros joueurs à côté. Un vrai joueur de complément, concrètement. Là où il y en a d'autres, ils sont un peu plus dans l'œil du cyclone, encore une fois. Là, on s'est un peu détourné, la détention s'est détournée de lui. Tu vois, l'œil de Sauron n'est plus sur Lou Dorty. Bah, c'est sûr que quand tu as Josh Giddey, tu te Non, poses et moins de encore, questions sur la viabilité de ouais, Lou et Dort encore, en moi je playoff. défends, on en parlera prochainement, je pense. Moi je défends plutôt Josh Giddey sur son évolution, mais t'as forcément des questions sur son futur et sur son rôle. C'est obligatoire. Voilà. Mais moi, je démonte pas Josh Giddey gratuitement. C'est comme si, je trouve que c'est l'utilisation de Josh Giddey, c'est comme si tu demandais à Einstein de te faire la Joconde. C'est pas ce qu'il sait Mm. faire. Donc, faut arrêter de lui demander des choses qu'il sait pas faire. Ou dans ce cas-là, faut partir sur un joueur qui sait faire les choses que tu demandes que tu demandes à Josh Giddey de faire. Sur Ludor, je suis un peu plus bas. Je trouve qu'il est sur un très bon stretch. Offensivement, là, depuis qu'il a envoyé des briques à plus quoi savoir en faire face à Boston, il est sur 45% à 3 points, 50% au tir. Il est sur 6 matchs, allez, 8 des 9 derniers matchs de Lou Dort où il a inscrit plus de 10 points. Comme match contre Washington où il met que 7 points. C'est intéressant, je trouve qu'il est de moins en moins, comme tu l'as dit, de moins en moins foufou. Je trouve qu'il a toujours ce ratio. Enfin, comme l'année dernière et comme l'année précédente, 50% des tirs de Ludor sont à 3 points. C'est juste que comme il a réduit le ratio de tir global et le ratio de pull-up, bah, du coup, l'efficacité en prend un coup. Auprès du cercle, bah, comme il y a moins de tirs, c'est moins impactant et ça se voit moins, même si l'efficacité est toujours pas folle. Après, défensivement, j'ai un peu plus de réserve. Je trouve que Ludor, depuis la bulle, j'ai l'impression que tous les ans, son niveau défensif baisse par rapport à l'année précédente. Je le trouve moins fort que l'an dernier, par exemple, défensivement, Ludor. Après, est-ce qu'il a besoin Euh, de faire moins aussi, tu vois? Je sais pas, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de situations où il est, tu vois, tu trouves qu'il est moins foufou, moins Mm. cherché le passage en force. Je trouve qu'il y a beaucoup de situations où il cherche, notamment Sur l'écran? les fautes Ouais, offensives sur la ouais. pose d'écran, tout à fait. Je trouve que ça, il a tendance à le faire souvent, qui étaient des choses qu'il faisait pas avant. Ça reste un très bon défenseur et ça reste, faut prendre aussi en considération le fait qu'il a l'une des match-up difficulty les plus élevées de toute la ligue, c'est-à-dire que il défend quasiment systématiquement le meilleur attaquant adverse. Malgré tout, c'était quelque chose qu'il faisait déjà les années précédentes et je le trouvais meilleur, même si voilà, c'est pas un facteur négatif, j'ai envie de dire, en attaque, je le trouve juste un peu moins bon dans ce domaine-là. Même s'il a rarement pris des sauces par un attaquant Ce qui va adverse, dans je ton trouve. sens, c'est qu'on en Mais parle c'est moins en All NBA Defensive Team, par exemple. Tu vois, c'est oui, vrai. Non, mais bah c'est vrai. t'en parles pas. Enfin, voilà, déjà t'en parlais pas des masses les années Non, précédentes. Là, t'en parles zéro. pas. Et puis voilà. Donc, je trouve que voilà, il est un peu moins fort, mais malgré tout, oui, t'étais sur un role player de qualité. Est-ce que c'est lui ton cinquième titulaire, par exemple? On parle beaucoup. Je pense que ce qui manque à OKC actuellement, c'est le quatrième titulaire, un peu le Aaron Gordon, le Derrick White de ces équipes-là. Vraiment pas les trois, pas la superstar, mais le quatrième titulaire. Je l'ai pas, mais est-ce que c'est ton cinquième titulaire? Potentiellement. Il faut voir comment ça va se retranscrire sur la post-season. Il est toujours capable, dans des matchs très importants,
dans des matchs très importants, entre guillemets, de prendre feu. Le match face aux Clippers, par exemple, Mm. où c'est un Lou Dort game en première mi-temps, où il est très intéressant. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant ce qu'il montre, même si défensivement j'ai quelques réserves, mais il apporte tellement plus dans le jeu offensif, il est tellement plus propre dans le jeu offensif, Ouais. que je préfère cette version-là de Lou Dort que celle de l'an dernier. Non, non, je suis d'accord avec toi. Après, ouais, défensivement, je suis plutôt d'accord avec toi. Je sais pas si son niveau diminue vraiment, ou si c'est son impact, ou si c'est son investissement. C'est dur à dire pour Dort, mais je le trouve quand même toujours vital. Défensivement, je trouve Oui, que quand il est pas là, même avec un Cason Wallace, dont on va parler juste après, je trouve qu'il est quand même vital. On l'a pas encore remplacé, quoi. Concrètement, on est loin de là, alors qu'on en parlait, toi et moi, au début de saison. Si un Cason Wallace, il est trop fort, qu'est-ce qu'on fait de l'eau Dort? Mais là, je pense qu'on en est Mm. loin encore. Ton deuxième joueur, Constant? Eh ben, c'est Kenrich Williams. On nous a parlé dans le chat, on voulait que ça en parle. Apparemment, j'ai vu là dans le Mm. chat, il me semble avoir vu que les gens étaient déçus Ouais. de Kenrich Williams. Moi, je vais un peu pondérer les propos. Parce que Kenrich Williams, globalement, si vous prenez les stats par rapport à l'an dernier, oui, il joue 7 minutes de moins, il joue 15 minutes, c'est son plus petit temps de jeu depuis son arrivée à OKC, et même à New Orleans, il jouait plus de minutes que ça. Il a un stretch, tu as parlé du fait qu'il mettait à 3 points, effectivement, il est à quasi 40% à 3 points. Malgré tout, depuis le passage à la nouvelle année, il a un stretch absolument infect, où il est à 1 sur 17, il me semble, ou 2 sur... Voilà, j'ai la stat. Depuis le match contre Denver, la victoire à Denver, la raclée à Denver, le 29 décembre. Donc sur les 12 derniers matchs, il est à 37% au tir, il est à 23% à 3 points. Ich. Euh, oui, ça pique un peu. Mm. Malgré tout, je trouve que défensivement, il y a des séquences où il est excellent. Excellent. En attaque, c'est pas ça, mais en défense, il y a un match, il me semble que c'est face aux Lakers, où Chet fait... Oui, c'est Ouais, face aux il y Lakers, a où des Chet fautes. fait deux Mm. fautes. Deux fautes très rapidement sur Anthony Davis. Mark Denholt envoie Jane Williams, qui se mange une sauce complète par Anthony Davis. Et du coup, il met Kenrich. Et sur la fin du quart-temps, Kenrich est très bon défensivement. Et en fait, c'est l'un des points qui me frustre un petit peu, c'est qu'on parle notamment de la problématique d'OKC sur les rebonds. Est-ce que tu sais, Pierre, combien de minutes Kenrich et Chet Holmgren ont joué ensemble Ou peu, sur la saison? très peu. Ils ont joué ensemble il y a pas longtemps, mais pas beaucoup de minutes. Ça m'a même marqué sur le match, donc pour dire que c'est peu. Sur la saison, je te dirais 30. Oh non, c'est plus C'est que plus ça que quand ça. même. Bah après, Kenrich n'était pas là souvent, donc c'est pour ça. Ouais. Ils en ont joué Ah non, quand 154 même. ensemble. Non, mais 154, c'est plus. Enfin, il y a eu plus de minutes où ni Kenrich ni Chet n'étaient sur le parquet que de minutes avec Chet et Kenrich sur le parquet. C'est pour te dire à quel point on le voit assez peu On souvent. le fait jouer 5 quoi. Euh, On le fait jouer 5. oui, et moi je trouve que dans des situations où Casey se fait démonter par les intérieurs adverses, je pense que la line-up Kenrich-Chet, c'est une line-up que j'ai potentiellement envie de voir. C'est-à-dire que généralement, euh, quand tu balances Kenrich avec les titulaires, j'ai envie de dire, et en dehors d'une rotation vraiment de banc, genre la fin de premier quart, début de deuxième quart-temps, c'est généralement pour remplacer potentiellement Josh Giddey. Ou alors, quand tu viens remplacer Josh Giddey sur des fin de première mi-temps ou fin de deuxième mi-temps, tu mets souvent un petit. Ouais. Kayson Wallace, Aaron Wiggins, Isaiah Joe. Je trouve que tu n'as pas tant expérimenté ça que ça, Kenrich Williams. Et pour moi, Kenrich et Chet sont pas du tout incompatibles. Alors oui, Kenrich, sa blessure au dos fait qu'il a un peu perdu de mobilité et surtout de vitesse latérale. Mm, Donc peut-être mm. que pour défendre sur les ailiers, ça pourrait être un peu compliqué. Je pense que c'est un truc que tu aurais potentiellement envie de voir dans le futur. Je pense que Kenrich, malgré le fait que offensivement il était dans un stretch très compliqué en termes de réussite à 3 points, et globalement c'est quasiment que ce qu'il fait cette saison en termes de tir, même s'il y a toujours un peu de rôle de connecteur, mais même ça, tu le vois pas Non. tant que ça cette saison. Mais défensivement, ça pourrait soulager, je pense, Chet et plus largement la défense d'OKC si tu venais l'associer bah, voilà, au numéro 7 d'OKC. Et je trouve que, pour conclure, je trouve que c'est un passage, on va dire, pour moi, son passage offensif, son creux offensif, c'est un passage, mais défensivement, c'est peut-être le meilleur défenseur intérieur, c'est-à-dire que je le préfère largement défensivement que Jalen Williams. Mm. Je trouve qu'il y a des vraies performances défensives de Kenrich qui sont importantes, mais que ces performances défensives sont un peu diminuées par le fait qu'il mettait rien dedans en attaque récemment. Mm. En fait, moi,
pour te rejoindre sur certains trucs ou pas d'ailleurs, je trouve que Kenrich il est important dans l'équipe maintenant pour l'option qui peut être au poste 5 ou au poste 4, même si tu m'as dit que c'était peu utilisé, mais pas tant par son niveau de jeu. En fait, je le trouve pas exceptionnel, encore une fois, quand tu l'as dit, mais je trouve important pour la solution qu'il peut te proposer, effectivement, pour potentiellement de le mettre en 4, potentiellement de le mettre en 5 et de jouer small ball, etc. Parce que, bah, tu as dit, certes, défensivement, il a eu des bonnes performances, notamment, je suis d'accord avec toi, là, pour résister hein, au gros quand Chet n'était pas là, il a été plutôt efficace. Mais alors, dans la mobilité, je trouve que là, on dirait qu'il a pris 5 ans en une saison, tu vois, on dirait un Mhm. vétéran. Je trouve qu'on dirait vraiment un vétéran de 35 ans qui n'a pas la mobilité d'avant. Alors, est-ce que, comme tu l'as dit, c'est le dos, c'est les petites blessures, est-ce qu'il a pris un peu de masse aussi pour jouer poste 5 hein, directement, mais je le trouve un peu moins polyvalent défensivement qu'avant. Alors du coup, est-ce qu'on a peur de le mettre sur des petits 4 peut-être, mais alors pour un Towns par exemple, je trouvais ça assez logique qu'on aurait pu le faire jouer un petit peu plus au poste 4 ben, pour compenser, même si J-Dub faisait un bon travail. Après, offensivement, c'est là où tu l'as dit, ça devient un peu frustrant. Là où l'année dernière, il y avait toujours un rebond off, il y avait toujours un petit tir, il y avait de l'adresse, etc. Là, l'adresse est en perdition. Tu sens qu'il a envie de la retrouver, qu'il n'est pas en doute parce qu'il prend encore des tirs en première intention. Des fois, il y a un rebond off, il va retirer. Enfin, tu vois, il y a encore Mhm. ça. Mais tu sens qu'il n'y a plus cette adresse-là, et puis j'ai de plus en plus l'impression que c'est un spot-up shooter. Que cet aspect connecteur sur la zone, machin, on voit de moins en moins. Alors oui, quand il a une situation de short roll et que tu le trouves cœur de raquette, c'est intéressant, mais je trouve que même ça, c'est moins bien qu'avant. Tu vois, au final, on a souvent parlé que Kenrich serait très important quand on serait compétitif et tout, et je trouve qu'il est important, encore une fois, dans l'option qu'il te présente, mais dans son niveau, en fait, on peut faire sans lui, je trouve. C'est intéressant de l'avoir, mais tu peux faire sans. Maintenant, il faudrait réussir à transformer ça, comme tu l'as dit, en un bonus, parce que son profil reste très intéressant, notamment dans un contexte très compétitif, d'avoir un joueur potentiellement polyvalent, qui peut défendre 4-5, qui peut tirer de loin, qui peut poser les écrans, etc. Surtout vu le banc qu'on a actuellement à l'intérieur, tu dois pouvoir t'appuyer sur lui un peu plus que tu le fais là. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais je suis assez déçu de son début de saison. Il y a eu un moment un peu mieux. Parce que si je me souviens, au début de saison, j'étais très déçu. Après, il était mieux revenu. Et là, je retrouve un peu moins bien. Donc, à suivre, ouais, effectivement. Ouais, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Je trouve que, en fait, c'est dommage, c'est que effectivement, je trouve qu'on, c'est beaucoup plus dépendant, on va dire, de son rendement offensif Ouais, comparé à l'an dernier. Et comme son rendement offensif est beaucoup plus irrégulier que l'an dernier, eh ben, on souligne un peu moins ses performances et on souligne un peu moins ses qualités de jeu. hmm, Mais pour moi, c'est un joueur qui, enfin, je maintiens que c'est un joueur qui aura son importance potentiellement sur la seconde partie de saison, voire potentiellement passer la mi-avril. Je pense que ouais, euh, comme OKC, hormis tremblement de terre, mais comme c'est à peu près acté qu'OKC n'intégrera pas de joueurs dans la rotation via un trade, il y aura, je pense qu'il y aura un trade d'ici à deadline, mais ce sera comme pour beaucoup, enfin comme pour Baisley l'an hmm, dernier, c'est voilà de traficotage de salary cap, mais t'auras pas Wendell Carter, par exemple, hein, qui va venir dans ta raquette. Donc à partir du moment où tu restes avec ce même roster, euh, il faut, selon moi, ton deuxième intérieur, ça doit être Kenrich Williams. Ça peut pas être Jalen Williams, selon moi. Il y a trop de limitations, enfin voilà, je vais pas le dire 150 fois, mais je trouve que Kenrich a son rôle à jouer parce qu'à partir du moment où lui n'est pas dedans, bah, les alternatives sont oui. très vite réduites. Ouais, c'est comme je te dis, c'est une option que tu as besoin d'avoir. Mm. Mais des fois, elle est pas viable. Ouais, non. Non, je suis d'accord avec toi qu'après, son importance peut augmenter rapidement. Parce qu'on l'a toujours dit, c'est un joueur qu'en playoff, on pense pouvoir le faire jouer, on pense pouvoir se reposer sur lui un petit peu, quoi. Je pense, enfin, pour conclure, je pense que le retour du bon Kenrich Williams dépend du retour de son niveau offensif parce que défensivement, selon moi, il a toujours le même niveau que l'an dernier. Ok, bah, j'espère. J'ose espérer, ce serait bien. Mm. Euh, Moi, mon dernier joueur, c'était Cason Wallace. Je voulais parler un petit peu du rookie. Ouais, j'ai pris Dort et Cason. J'ai pris les deux défenseurs point of attack Mhm. et les shooters. Bon, Cason Wallace, c'est un peu fini l'incandescence des premiers matchs, on va dire. On est un peu Il retombé y a le sur. match à Utah, hein. Oui, mais il y a le match à Utah. Mais on est quand même un peu retombé sur terre dans la globalité. Mais même avec ça, il reste, je trouve, très important à la réussite de l'équipe et très important en sortie de banc. D'abord, je pensais pas qu'il jouerait autant.
Il joue 21 minutes par match et je pense qu'il joue à peu près 21 minutes tous les soirs. Il n'y a pas d'énorme, bon, sauf quand il est titulaire. Des fois, il joue un peu plus en fin de match, mais je trouve que globalement, c'est un des joueurs du banc qui a le temps de jeu le plus régulier et stable. Avec Isaiah Joe, mais je trouve que voilà, un Jalen ne joue pas tout le temps, Misic, voilà, Wiggins, lui c'est un des plus réguliers en sortie de banc. Ah bah Euh, Wiggins. oui, voilà. Eh. C'est un des plus. Non, mais c'est lui. Ouais, je pense C'est que lui. c'est lui, ouais. Et en fait, ce qui fait ça, c'est qu'il est très efficace dans tout ce qu'il fait. Bon, au tir, bien entendu, même avec une légère baisse ces temps-ci, il est à plus de 50%, 41% de loin, et il excelle dans les corners. Il est à plus de 45% dans les deux corners. Voilà, on va dire dans la globalité. Et d'ailleurs, on le sent, hein, il n'hésite jamais à prendre un tir, il le prend de plus en plus en rythme. Voilà. Vraiment, on a l'impression que ça va tomber dedans à chaque fois. Donc vraiment en confiance là-dessus. Après, globalement, je trouve qu'il a un bon toucher près du cercle, notamment quand il est servi, quand il joue au pick and roll ou dans le dunker spot, etc. Il a un bon toucher pour finir par suivre le défenseur, etc. Même s'il manque un petit peu de verticalité et de résistance au contact avec son physique, mais je trouve qu'il finit plutôt bien, même en contre-attaque, c'est plutôt efficace. Et après, tu as même quelques petits bonbons rares où il va mettre un drive, un petit mi-distance, ou des fois un peu sorti de nulle Mm. part. Ça arrive, bon voilà, il y a de la mini-création, mais très peu. Par contre, je retrouve pas du tout le côté que toi et moi on avait scouté de création pour les autres. Bon, il est jamais utilisé de cette façon-là, il a jamais de pick and roll, il a jamais rien, mais on a vraiment enlevé ça de son jeu un petit peu. Donc à voir si un jour il le redéveloppe ou sur des matchs un peu plus faibles. Mais en fait, globalement, on a un free and D sur un poste de meneur, ce qui est pas Mm. inintéressant. Ce qui n'est pas inintéressant, mais ce qui est assez intriguant, et c'est pas quelque chose où on pouvait s'attendre. Et après, vis-à-vis de son choix en 10, tu te dis, on a vraiment fait un choix au role player et pas au plafond d'un joueur, ce qui est encore une fois largement capable d'être justifié, mais je trouve que c'est intéressant. Et après, juste défensivement, on l'attendait élite, alors je le trouve très bon pour un rookie, encore limité si tu parles en globalité de la chose, il est bon, mais t'es pas encore à son plafond, je pense. Il a du bon playmaking défensif, il a gratté la balle, bah, il l'a fait sur Harden notamment récemment, très bon hustle. Mm. Mais il y a encore un peu de progrès pour s'habituer au physique NBA, à la navigation dans les écrans, etc. Je pense qu'il peut vite progresser là-dessus et devenir encore beaucoup plus fort défensivement. Mais voilà, globalement, je suis assez content de ce qu'il propose. Et la question maintenant, c'est est-ce qu'il est déjà playoffable, ce joueur-là? Est-ce qu'on peut déjà le faire jouer en playoff? Ben, je pense en fait, parce que faut voir comment il évolue, mais s'il met les tirs, qu'il défend correctement, qu'il fait pas de conneries, c'est ce que t'attends en fait d'un role player, je pense. Mm. Oui, pour moi, c'est déjà un joueur de rotation. Mm. C'est-à-dire que Cason Wallace, il y a toujours des hauts et des bas, mais c'est un joueur qui commet très peu d'erreurs, Ouais. finalement. Mm, Il y a très peu d'erreurs dans le jeu de Cason Wallace. Au niveau du playmaking, je vais revenir sur ça rapidement. On le voit pas parce qu'il joue toujours avec un, voire deux porteurs de balle. C'est-à-dire oui. que c'est jamais lui qui porte la balle. Il y a toujours Shea, il y a toujours Jalen Williams. Il y a des séquences, des rares séquences qu'on a vues ces dernières semaines où tu n'avais ni l'un ni l'autre. Bah, tu as quand même Josh Giddey, ou Misic. alors tu as Mm. Misic. Voilà, donc c'est jamais lui le porteur de balle. C'est un Suendi sur le poste de guard. Alors voilà, ça existe. C'est pas le profil qui va le plus exciter les observateurs extérieurs. C'est pas lui qui va être dans le top 10 pour la course au Rookie of the Year. Il sera certainement pas dans une All Rookie Team. Malgré tout, tu es bien content d'avoir l'apport d'Akeson Wallace comparé à ce que tu avais l'an dernier sur le backcourt en sortie de banc. Donc je trouve que c'est un vrai plus dans la rotation du Thunder cette année, de par son aspect défensif où il n'est pas exceptionnel, mais je le trouve euh, au pire intéressant, au mieux très intéressant, notamment dans sa capacité à contrer des jump shots Mm. ou enfin, à rester devant son adversaire. Je trouve que Cason Wallace se fait rarement déposer. Je trouve qu'il arrive très souvent à rester devant son adversaire. Après, sur la navigation d'écran, je suis d'accord avec toi, c'est peut-être un domaine sur lequel il doit progresser. Je trouve que sur le défenseur, sur le porteur de balle, Ouais. je trouve qu'il y a vraiment un truc à gratter et à creuser avec Cason Wallace. Après, offensivement, oui, c'est un Suendi, un peu de création au cercle, enfin un peu de finition au cercle, il est très efficace, mais le volume est assez peu élevé. La réussite à 3 points, et sinon, voilà, il dépasse pas ses fonctions. Il ne fait pas plus que ce qu'on lui demande de faire, mais il fait ses choses très bien. Donc, oui, pour moi, c'est un joueur qui Mm. est complètement pléophable, et c'est un joueur qui peut potentiellement, à l'avenir, je pense pas que son potentiel soit élevé, mais qui peut prendre de plus en plus d'importance au fur et à mesure qu'il accumule de l'expérience.
Ouais, je suis d'accord. T'auras peut-être pas un développement à la J-Dub ou autre, mais tu peux avoir Mm. un joueur de plus en plus utile, de plus en plus complet aussi. Et non, ouais, je pense qu'il est playoffable aussi et que, ouais, en fait, il fait tellement pas de conneries. C'est ça le truc, ouais, effectivement. Mm. Et après, sur l'aspect 1 contre 1, je pense que, ouais, là, c'est là où il est le meilleur, honnêtement. C'est là où il est vraiment fort, je trouve. Il se fait pas blow-by, il reste face au gars. Alors, des fois, il se fait monter dessus, effectivement, mais il reste très souvent face. On va prendre une dernière question de TechTech95 qui nous demande c'est quoi votre rotation en playoff si ça commençait demain, par exemple. Je- Ça dépend peut-être de la match-up, mais pour moi, t'as Oui, ça 8 dépend ou des match-up. 9, 8 ou 9 locks, peut-être. Ou je pense que toi et moi, on les ferait jouer tout le temps. 9. Ouais, le 5 majeur, Joe Wallace, Wiggins, Williams. Ouais, voilà. Kenrich. Ouais, on est d'accord. Et après, le reste, c'est de la situational. C'est-à-dire que si tu joues les Nuggets, ça arrivera pas, mais Je enfin, pense pas. si, Ah bah. si tu, si tu joues les Nuggets en demi-finale de conférence, non, non, mais si tu joues les Nuggets, tu mets Jalen Williams. Si tu joues les Mavs, tu ne mets pas Jalen Ouais. Williams. Tu ne mets pas Jalen Williams si tu joues les Clippers non plus. Mais tu as un lock avec Kayson Wallace, Isaiah Joe, Aaron Wiggins qui doit plus jouer. Aaron Wiggins, faut arrêter la déconnade. J'aime bien, enfin non, j'aime bien, non, mais voilà, les minutes d'Ousmane Dieng, machin, machin. Aaron Wiggins doit jouer ses 15 minutes tous les soirs. Parce qu'en termes de joueur qui fait peu d'erreurs aussi, Aaron Wiggins, il se classe très haut. Hmm. Et défensivement aussi, il est très intéressant. Mais sinon, oui, c'est Kayson, Joe, Wiggins et Kenrich et potentiellement Misic et Jelin en fonction de l'adversaire. D'ailleurs, Wiggins, je sais plus quel insider a demandé à Daynold pourquoi il jouait pas, pourquoi il jouait pas régulièrement. Il a dit que c'est ce type de joueur-là, qu'il était habitué à ça, que c'était un impact Non, player. Mais faut oui, arrêter, oui, non, non, faut faut arrêter, arrêter. faut qu'il Faut joue. arrêter. C'est-à-dire que qu'est-ce qui empêche Aaron Wiggins d'être un impact player tous les soirs, Ouais. en fait? Non, Sachant qu'il là, a faut joué arrêter. en play-in l'année dernière et beaucoup d'ailleurs. C'était une des principales rotations si je me trompe pas de Bon, il n'y mémoire. avait plus Oui, il n'y avait personne. plus personne, mais ouais. Kenrich était Ouais, blessé, Saric mettait mort. difficilement un pied devant l'autre. Donc, oui, c'est sûr que Aaron Wiggins avait beaucoup joué, mais je pense que effectivement, tu es dans des situations où les trucs, même le match contre Atlanta, Kenrich joue pas sur DNP Coach Decision. Il y a des situations où tu peux être un peu perplexe. Je trouve qu'Aaron Wiggins qui joue pas contre les Lakers et qui joue 20 minutes face aux Clippers. Ça va, je pense qu'il n'était pas trop fatigué des 20 minutes qu'il a joué en 2 jours, Aaron Wiggins, Hmm. hein. Donc oui, c'est un joueur qui... Pourtant, on en a mis du temps avant d'être, toi et moi, avant d'être des Aaron Dans la team. Wiggistes convaincus. Mais là, il faut. Là, ça y est, Même là encore, contre Minnesota, il est intéressant. Et contre Utah, il était très intéressant aussi. Et justement, c'est l'un des principaux points de différence par exemple, vis-à-vis d'un jeu Giddey, c'est que quand tu as un jeu Giddey dans le corner, il reste comme un tireur en spot-up. Là où Aaron Wiggins, il va se mettre dans le dunker spot. Voilà. Et ça, c'est des petits plays qui peuvent faire la différence sur certaines sections. Hmm. Bon, on va arrêter là. On va arrêter là. On a pété le chrono, mais bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé du Thunder. Il y avait beaucoup de choses à parler sur cette première moitié de saison. Donc merci à tous ceux présents, merci à tous ceux qui sont intervenus dans le chat. Et puis, comme on l'a dit au début de l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner partout. Je vais pas refaire la liste, mais abonnez-vous partout pour retrouver tous nos contenus et nous soutenir. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter vous aussi avec vous certaines de vos analyses ou vos questions. Ça fait toujours plaisir de vous répondre, soit après, soit directement sur YouTube ou autre. Et puis voilà, on arrive à la fin de ce mois de janvier infernal pour OKC, ça y est. Donc on va pouvoir réavoir des matchs un peu plus faciles. On n'y est pas On n'y est pas encore, hein. encore, Parce mais qu'il y a, bientôt. il y a encore un stretch de 5 matchs en 7 jours. Là, Oui, il arrive, mais le ils sont plus stretch. simples, Donc, non? Si je me trompe pas. bah, tu fais back-to-back, tu reçois Portland, tu vas à San Ça va. Antonio, tu vas à New Orleans. Tu fais back-to-back, tu vas à Détroit et tu reçois Minnesota, tout à fait. Après, c'est Denver et après, le mois de janvier est terminé. Bon. Mais c'est-à-dire que, dites-vous, ça aussi c'est intéressant, c'est que OKC, le 31 janvier, ne jouera plus Minnesota et ne jouera plus Denver d'ici la fin de Enfin. saison. Enfin, mais sachant que ça va être important parce que Minnesota et Denver doivent se jouer 3 fois d'ici la fin de Donc saison, ça fait des défaites. potentiellement pour des seedings. Ouais, pour les seedings, pour des tiebreakers aussi d'ailleurs, dont on a sur Ouais, voilà, Minnesota. tout à fait, sachant que OKC a au moins a au moins fait une égalité sur tiebreaker contre Ouais, Minnesota et contre on Denver. a, on a l'avantage.
Donc d'ici là, bah, on va suivre ça de près. D'ici là, bah, profitez bien de vos nuits NBA et puis à bientôt. Salut tout le monde. Salut!